Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Aujourd'hui, je suis avec ma grippe, mais je suis aussi avec Catherine. Comment ça va, Catherine? Allô, ça va bien? Moi, ma grippe, elle va mieux. moi, je fais juste morver. Voilà. La morve. Inquiétez-vous pas, c'est pas si pire. J'ai juste vraiment mal à la gorge puis mes oreilles qui pop. Mais Ouais, sinon, ça, c'est lié. Sinon, ça va. Ça va aller, on va survivre. C'est pour ça que c'est des otorhinolaryngologies. C'est parce que c'est tout connecté, Je ça, sais. dans l'intérieur de ta tête. Avec le nom le plus long ever. C'est pour ça qu'ils appellent ça des ORL. 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 C'est comme on a juste une vie à vivre puis on a des loisirs. Oui. Une C'est famille. comme les OBGYN. On peut tout voyer. On va pas perdre notre temps à dire obstétricien gynécologue, voyons donc. Voyons donc, Non. notre famille nous attend pour souper. Oui. Ouais, d'autres choses à faire. Stade va commencer bientôt. Alors... Alors aujourd'hui... Mon Dieu, je pensais que je faisais l'animation, j'ai eu une absence, puis j'étais Non, comme... non. Alors, de quoi on parle? C'est moi qui raconte, c'est vrai, excusez. Non, c'est moi qui est dans le backseat aujourd'hui. Mais là, Ah, je bois mon café, ouais. avant que tu nous dises quel Ouais. est le crime, Ouais. je vais te demander quel est le café. Ah, le café! Ben là, on vous a parlé la dernière fois de notre merveilleux meet and greet de Jonquière, où on a meet and greet toutes les personnes de Jonquière du monde entier! Ils étaient tous là. Ils étaient On a serré toutes des mains. là. Hey, c'était comme le pape quand il fait Ouais. sa tournée puis qu'il embrasse les bébés sur la tête. C'était exactement pareil comme ça qu'on était. Puis on était au café L'Érudit qui ont eu l'infinie gentillesse de comme nous réserver un coin du café et accepter de fermer plus tard juste pour qu'on puisse faire notre événement en direct. C'est quand même incroyablement généreux de leur part. Et là, on les a encouragés en achetant du café. Yeah! On vous encourage. On est fines de même. Et là, oui, là j'en ai acheté 2 parce que vous savez que moi j'aime la torréfaction pâle comme... Ta peau. Oui, mais je voulais trouver une autre comparaison tout d'un coup, puis là j'ai eu un blanc. Ton divan, juste là. Ah, mon divan il est pâle, c'est vrai. Mais bon, ils m'ont dit, ah, peut-être que t'aimerais ça aussi la torréfaction mi-noire, elle est quand même bonne. Je suis comme, oh, est-ce que mes papilles sont prêtes pour un tel café? C'est le café que je vous présente aujourd'hui. C'est le café qui vient de l'Érudit Café. Le café qui s'appelle Echo. C'est un café qui vient de l'Éthiopie. C'est un café qui est bio-équitable aussi. Je l'avais pas mentionné pour le terzo la dernière fois, mais je crois que tous les cafés de l'Érudit sont bio-équitables Il me en semble plus. que oui. Et c'est un café qui a des notes de chocolat au lait et des notes florales. Et je dois dire que c'est ça qui m'a convaincue, parce que j'ai dit au gars, moi j'aime pas ça quand ça goûte trop le café, là, parce que tu sais, moi je suis une vraie amatrice de café, j'aime pas quand ça goûte trop le café. Puis il était comme, je te comprends, madame. Non, mais c'est ça, il m'a dit, ah, mais tu vas voir, ça goûte pas comme la torréfaction foncée, il y a des notes florales. J'ai dit, ah, ok. Mes curiosités est piquée. Oh! Et non, et vraiment, il est très bon. C'est un café de torréfaction mi-noir qui est incroyablement doux, et c'est vrai qu'il y a des notes de chocolat au lait. C'est quasiment une gâterie en bouche, ce café. Si vous rajoutez du lait en plus dedans, comme moi je fais, ça fait encore plus chocolat au lait, au lait, au lait. Au Et lait, c'est au lait. tellement bon. Non, mais c'est vraiment un très, très bon café qui est, je dirais, peut-être un peu plus versatile que le terzo dont je vous ai parlé la dernière fois parce que justement, ben, c'est du mi-noir. C'est pas donc un café qui a beaucoup de notes acides, mettons, ou de notes d'agrumes. C'est vraiment un café qui se prête à tous les exercices et qui s'accorde avec tous les repas et tous les moments de la journée. Tous les repas de la journée. Est-ce que c'était tous les cris, Oui. les SOS? Oh! On va continuer à chanter des chansons aujourd'hui! Ah, mais on peut bien. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de crime. Il y a La fanfaronnade. Ah! Ben là, y a-t-il un crime? On va en parler, mais c'est Parfait. ça. Bon, c'est ça. Maintenant qu'on a du café, de quoi tu nous parles? Non. Non, je peux pas vous parler, c'est trop terrible. C'est comment... bon, alors aujourd'hui, j'ai encore oublié d'écrire mon estifi d'introduction. Je vais vous parler d'une histoire Maman, qui a... improvisation. Hein? Improvisation libre. Thème, Oui, exactement. introduction du cas de Catherine. Ah, voilà, c'est improvisation, c'est pas mixte, là, c'est juste improvisation individuelle d'une durée de 20 secondes sur le thème « Introduction de l'histoire de l'accident de René Lévesque en 1977 ». La joueuse, c'est moi. Yay! Alors, Point, point. je vais vous raconter une histoire qui a beaucoup fait jaser le Québec pendant vraiment pas très longtemps et qui est ensuite vraiment sombré dans l'oubli.
d'une manière qui m'a vraiment étonnée. Parce que c'est une affaire quand même assez importante qui est arrivée. Et c'est le genre de choses qui, aujourd'hui, déciderait sans doute en mal de la carrière d'un politicien, mais qui, dans ce temps-là, n'a pas eu les répercussions auxquelles on pourrait s'attendre. Intéressant. C'était pas pire comme introduction Ben oui. improvisée. Je t'ai même pas fait de pénalité pour cafouillage. 10 sur 10! Exactement! 10 sur 10. C'est mon père qui m'a recommandé cette histoire. On le salue. On le salue. Mon père étant convaincu que dans cette histoire, il y avait un crime, je le suis un peu moins. Et s'il écoute cet épisode un jour, on pourra en rediscuter à la fin. Vous allez pouvoir débattre. Merci, papa. Oui. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crime. Mais lui, il pense qu'il y a un crime. En tout cas, on verra c'est quoi le crime. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mort d'Edgar Trottier et de l'accident de René Lévesque qui s'est déroulé dans la nuit du 6 février 1977. Es-tu prêt à mettre un petit peu d'accident de char dans ton café? Je suis pas sûre que ça rentre, mais oui. Donc, partie 1. Un témoin. J'ai pas fait des noms de parties funky, là. OK, alors nous sommes le 6 février 1977. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Non, sérieusement. Nous étions dans la nuit du 7 février 1977. À l'heure de fermeture des bars, un étudiant en histoire de l'art de l'Université de Montréal, un jeune homme du nom de Silvio Gauthier... Ah, il y a le nom de quelqu'un qui étudie en histoire de l'art. Hey! Puis il y a le nom d'un étudiant en 1977 aussi, Silvio. En tout cas, Silvio Gauthier. Moi, c'est juste comme Silvio Gauthier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, mais ils ont parlé de son frère aussi, mais je pense pas que j'ai le nom de son frère dans un des articles. En tout cas, Silvio Gauthier. On le salue. Bon, c'était un jeune étudiant, jeune et fringant, et il est sorti d'une discothèque. Est-ce qu'il était sorti avec ses chums de filles? Non, il était sorti avec son frère. Ah, c'est pour ça. Ah, mais maudit. C'est bien moins drôle. Marie-Chantal Toupin n'aurait pas fait de toune là-dessus. Ah là là. Merci d'égayer mon cas. De rien. Je suis contente. Alors, il est sorti d'une discothèque pour se retrouver dans la rue froide et enneigée de Montréal. Ah. Parce que, même si Roger Taillibert, l'architecte du stade olympique, ne savait pas qu'il y avait de la neige ici en hiver, je vous l'apprends, Surprise! il y a de la neige ici en hiver. What? Donc, il avait passé la soirée avec des amis et il était allé voir un film au cinéma avec son frère et ensuite il était sorti en boîte, comme disent nos cousins les Français. Ah, on les salue! On sait qu'est-ce qu'il avait été voir au cinéma. Non, c'était pas ce qu'il avait été voir au cinéma. J'aurais dû chercher ce maudit. bout-là. Y a-t-il une possibilité de chercher qu'est-ce qu'il y avait au cinéma en 1977? Bah, tu peux juste regarder les films de 1977. Ah, c'est merveilleux! Attends, on va faire ça. Ok. D'accord. Tu vas-tu regarder ça ou c'est moi qui le regarde? Ah oui, ok, vas-y. Dis-moi, c'est quoi les films? Puis là, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer la suite de l'histoire. Je pensais que t'allais faire du scat. I'm the Scatman, bibidi-bidi-bop-bop-bop. J'espère vous avoir rappelé cette très, très mauvaise chanson. Je sais pas, j'aime pas c'est un ça. étudiant en art. Il soit qu'il a été voir Eraserhead de David Lynch, Ah non, ou ça fait peur, ça. Annie Hall de Woody Allen. Ah non, ça, c'est pas une bonne personne, Hashtag ça. cancelled. Ben, Que hashtag moi, cancel, mais c'est très bon, Annie Hall, pareil. Moi, je pense pas qu'il a été voir Slapshot. Ah! Avec Paul Newman? Ouais. Pourtant. Ou il a peut-être été voir Sorcerer Qu'est-ce que c'est ça? avec l'adaptation américaine de Le salaire de la peur. Oh non, pas le salaire de la peur d'Henri Girard! Exactement. Le sale gosse qui a tué sa famille, là! Exactement. Ah, ben putain de merde! Oui. là! Il y a peut-être été Référence voir à notre ça. C'est épisode quand bonus. même une bande-son de Blood Orange? Non, Orange... Tangerine Dream! Je me demandais combien de groupes d'agrumes qui existaient. Ça ressemble à ça du Tangerine Dream. C'est vrai que ça ressemble à ça! Mon Dieu. Les fans de Tangerine Dreams vont me pitcher des briques. T'es une femme orchestre! C'est Oui, incroyable! oh mon Dieu. Bon, On donc, s'y croyait! alors il Les était... membres de Tangerine Dream, J'espère qu'il était... Là, t'as dit que c'était le Sorcerer. Ben, Ouais. moi, je préfère penser que Tangerine Dream ont fait la soundtrack de Slapshot. Alors, il était allé voir Slapshot avec la soundtrack de Tangerine Dream. Et ensuite, il était sorti en... Ensuite, il était sorti en boîte. Bon, et là, il est sorti. Il était environ 4h du matin. Il n'y avait pas d'autobus parce que ce que j'ai cru en comprendre, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas de service d'autobus de nuit. Donc, il était au coin Guy et Côte-des-Neiges. OK. Lui, il s'en allait sur la rue Lacombe. Il habitait proche de l'Université de Montréal. Oui. Alors, il a sauté dans un taxi, coin Guy et Côte-des-Neiges. Il a remonté Côte-des-Neiges en direction de l'appartement
où il habitait, sur la rue Lacombe. Il était assis en avant, dans le siège du passager, et faisait la conversation avec le chauffeur de taxi quand, lorsqu'ils étaient... Toi, t'aimes ça, du Tangerine Dream? Et pendant qu'ils avaient cette discussion très intéressante, arrêtés à une lumière, ils ont vu quelque chose devant eux qui a attiré leur attention. Un peu plus loin devant, il y avait une masse au milieu de la chaussée, au milieu de la rue, sur Côte-des-Neiges. Un homme avait garé sa voiture et était sorti dans la rue. À ce que j'en ai compris, la voiture de l'homme qui s'était garé était en sens inverse. Fait que les autres montaient vers le nord Côte-des-Neiges, fait que l'autre auto s'en venait vers le sud. Côte-des-Neiges était arrêté sur le côté pour, justement, parce que l'homme était... J'ai tellement bien expliqué ça. C'est parce que je vois... Je vois les dessins que j'ai vus dans les journaux dans la tête, j'essaie de vous expliquer ça. Alors, le conducteur de la voiture qui venait en sens inverse était garé sur le côté de la chaussée pour sortir de sa voiture et faire signe aux automobilistes de faire attention parce qu'il y avait une masse au milieu de la voie. Voilà. Bon, voilà, c'était clair, là. Ben oui. En sens inverse, il y avait une autre voiture qui approchait rapidement et à la dernière minute, la voiture qui s'en venait a fait une manœuvre brusque pour éviter l'homme qui était debout dans la rue et qui faisait des signes et a frappé la masse qui se trouvait au sol. Sans doute un sac poubelle ou un débris de pneus, s'est dit Silvio. Son taxi a continué sa route et Silvio a retrouvé son lit sans savoir qu'il venait d'être témoin d'un des accidents les plus marquants de l'histoire du Québec. Ce n'était pas un sac poubelle au milieu de la voie, mais c'était un homme quasi inerte. Et après l'avoir frappé, la voiture a traîné son corps sur une distance de 142 mètres avant de s'immobiliser enfin. Oh. Le conducteur de la voiture est sorti de celle-ci et a fait signe à un taxi de s'arrêter pour demander à son chauffeur d'appeler avec la radio qui se trouvait dans son véhicule, la centrale, pour que soit contacté le 911. Le conducteur au volant de la voiture qui venait de frapper un homme, c'était René Lévesque, le nouveau premier ministre du Québec. What? T'as moins de son de Tangerine Dream à faire tout d'un coup? Non, c'était inapproprié. Non, J'étais comme... j'aurais pas pensé, par contre, à arrêter un taxi pour qu'il flague la centrale avec sa radio. Je suis comme, hey, ça prenait un système D quand t'avais pas un téléphone dans tes poches. Ben non, mais c'est ça. C'est des réflexes que nous, on n'a pas parce qu'on a toujours un téléphone dans nos poches, effectivement. Mon Dieu, ce commentaire avait tellement pas rapport, Audrey. Félicitations. Tout... Wow, il y avait pas de téléphone! Veux-tu un doctorat honoris causa des commentaires par rapport? Oui! Tu peux en avoir un! Ah, je pense que on en donne à un. tout le monde. Ah. Alors, partie 2. Un petit poêle. 2 petits poêles, 3 petits poêles. OK. René Lévesque. Oui. Avait plusieurs petits poêles sur sa tête. René Lévesque est un politicien qui se passe d'introduction à ce stade-ci, mais permettez-moi de vous parler très vite de sa vie. René Lévesque est né le 24 août 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. En 1944, il a été recruté par le Bureau d'information de guerre des États-Unis et il est devenu correspondant de guerre pour eux. Il était, entre autres, responsable de diffuser de la propagande pro-alliée et pro-américaine sur les ondes pour rallier les forces alliées. Il y avait beaucoup d'alliés dans cette phrase-là. Après la guerre, il est revenu au Canada et a commencé à s'illustrer à titre de journaliste, entre autres à Radio-Canada. Il s'est marié avec sa fiancée d'avant la guerre, Louise Lheureux, avec qui il a eu 3 enfants. En 1951, René Lévesque est envoyé en Corée en tant que correspondant de guerre, encore une fois. Son travail a été encensé par de nombreux journalistes de l'époque, dont Gérald Pelletier du Devoir, qui est mon préf. Je vous ai déjà parlé de Gérard Pelletier. Gérard Pelletier est mon préf parce que c'était le journaliste qui a aidé Pacifique Plante à publier ses articles sur la corruption dans le milieu policier à Montréal. Audrey, comme oui, tu me l'as dit, oui, tu me l'as dit. Moi, je... Au cas où tout le monde l'a oublié, ouais, Gérard Pelletier, c'est mon boy. Je souris, regarde. Gérard Pelletier, c'est mon boy. En tout cas, Gérard Pelletier a encensé le travail de René Lévesque. C'est lui aussi qui a levé le flag sur l'antisémitisme de Jean-Louis Roux. Absolument! Gérard, c'est mon boy. Il tient des propos intolérants dans les gars, il n'y a pas de tolérance. Ah, les croix gammées, c'est mal! Mais bon, ça. donc, son travail a été encensé par de nombreux journalistes de l'époque, dont Gérard Pelletier du Devoir, qui l'a décrit en ces termes. Je suis enfin rendue à ma citation. Là, je vais rouler mes airs pour faire une voix de vieux monsieur. Ah oui. Personne jusqu'ici n'avait réussi... Non, c'est pas ça, il y a été bien plus brillant que ça. Personne jusqu'ici n'avait réussi à nous rendre présente cette guerre prélude qui s'infecte là-bas comme une plaie. Ce n'est pas un reporter de Radio-Canada que nous entendons quand il nous parle. C'est un homme de notre milieu, un homme libre, qui a promené là-bas notre conscience, nos espoirs, nos craintes et notre curiosité. C'est un homme de notre milieu. Oui! C'est un homme de notre milieu. Et c'est l'impression qui a plané à propos de René Lévesque pendant toute la durée de sa carrière, tant en tant que journaliste qu'en tant que politicien. Il était un homme du peuple et il parlait pour le peuple. Son entrée en politique, justement, s'est faite graduellement.
Déjà, lorsqu'il était journaliste, il prenait la parole contre la censure que le régime de Maurice Duplessis, Momo comme on l'appelle à ce podcast, imposait entre autres sur l'industrie du cinéma. Au début des années 1960, René Lévesque était connu comme étant un fervent anti-duplessiste, qui est une bonne chose à être connu pour. Oui, félicitations. Félicitations. Et aussi un syndicaliste. Félicitations aussi. Excellente chose ici. Et aussi un libéral aux valeurs progressistes. Félicitations aussi. Félicitations. Alors, René Lévesque voulait alors devenir candidat pour le Parti libéral de Jean Lesage en vue des élections qui ont suivi la mort de Maurice Duplessis. Mais il y avait d'abord une embûche considérable à régler. Ses problèmes matrimoniaux. René Lévesque était un homme à femme. Oh yeah. Bien qu'il était marié à Louise Lheureux et le père de 3 enfants, je l'ai déjà dit, il a longtemps entretenu une relation extra-conjugale avec une journaliste de renom. Est-ce que tu sais c'est qui? Judith Jasmin? Bien sûr! Judith Jasmin, qui était une des journalistes qui, en fait, avait aidé René Lévesque à devenir journaliste à Radio-Canada. Et là, après la rupture... ça me fait juste rire, parce que comme les gens qui nous écoutent en France présentement doivent être comme, c'est quoi le problème d'un politicien qui a une maîtresse? Non, je sais, mais comme... Pour Jean Lesage, c'est un gros problème. Oui, mais tu sais, je pense que c'est comme dans l'excellente série Au service de la France, quand que les espions américains disent on a des documents compromettants sur JFK, puis là, les espions français sont comme ah ouais, qu'est-ce que c'est? Puis ils sont comme il aime les femmes. Les journalistes français sont comme ok, mais c'est quoi les documents compromettants? Ça me fait penser à ça. Oui. Les gens en France qui nous écoutent présentement sont comme ok. Mais c'est quoi le problème de René Lévesque, au fait? Ben là, son problème, c'est qu'il trompe sa femme, puis qu'on était dans une société très catholique, on va le rappeler. Ah, les Français sont comme... Je pense que c'est ça le problème. Ah, d'accord. Bon. Alors, il avait une aventure avec Judith Jasmin, puis après sa rupture avec Judith Jasmin, il a eu une autre aventure avec une jeune comédienne et a même eu une fille hors des liens sacrés du mariage. Louise, sa femme, n'était pas une tweet et elle se doutait des infidélités de Tipwell, comme il était surnommé. Parce qu'il revenait avec plein de rouge à lèvres sur ses chemises. Oui, parce qu'il y avait, ses cheveux, son hairline commençait à peu près au tiers de sa tête quand on part par en arrière, et tout le reste de son front était couvert de rouge à lèvres. Alors, sa femme était comme « Ah, René, qu'est-ce que t'as fait encore, tabernacle? » Et là, René. Louise était tannée et elle a engagé un détective privé pour tirer la chose au clair. Le détective privé a très facilement trouvé des pièces compromettantes sur les infidélités de René Lévesque. Voici les bobettes de Judith Jasmin. Et, exactement. Et voici des photos de lui qui french une femme dans un bar, genre, mettons. Et ensuite, Louise a entrepris des démarches nécessaires pour divorcer. Bon, a sans doute dit Jean Lesage, puisqu'il a indiqué à René Lévesque que celui-ci ne pourrait pas devenir candidat libéral s'il ne réglait pas ses problèmes avec sa femme. Ce fut éventuellement chose faite, et René Lévesque a eu la liberté de sauter à pieds joints dans la vie politique. Yes, sir. En fait, ce qui est arrivé, c'est que justement, il a pris une espèce d'entente avec sa femme, c'est ce qu'on en comprend, parce que ses infidélités ne se sont pas terminées là, mais il est resté marié à Louise Lheureux. Mais dis-moi, est-ce que Louise, elle avait des amants, tu sais, tant qu'à avoir un arrangement? Ben, je sais pas, parce que, je dirais, comment dire... Le sexisme. Non, mais tu sais, je veux dire, la vie de René Lévesque a beaucoup plus été couverte dans les médias, puis des biographies et tout. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a écrit une biographie sur la femme, la première femme, en fait, de René Lévesque. Spoiler, il va se remarier à un moment donné. Mais donc, je lui souhaite beaucoup, parce que là, on est au début des années 60, puis ils ont juste divorcé en 78, fait que... Oh my God. Je lui souhaite que ça faisait du fun de son bord, cette dame. Et, comme donc, Margaret Trudeau, qui avait l'air d'en avoir en esti du fun. Oh, elle était belle, en plus. Je suis tellement fan de Margaret Trudeau. Ah, qu'elle était belle. C'est pour ça que Justin Trudeau, il est beau, parce que tu regardes Pet, puis il fait peur un peu. Ah, Pierre-Éliott Trudeau, de son prénom. Donc, bon, ben voilà, fait que elle avait entrepris les démarches pour divorcer, et là, il a tout réglé les problèmes avec sa femme. Ah oui, donc, il a sauté à pieds joints dans la vie politique. Il a été... Comme une glissade d'eau! Il allait même pas dans le pavillon Judith Jasmin de l'UQAM. Non! Jamais! Jamais! À toutes les fois qu'il allait dedans, il disait « Mon Dieu, mais je suis déjà venu ici! » Oui, je suis déjà entrée dans Judith Jasmin! Je suis vraiment fière de ton jeu. Yes! Ok, parfait. Alors, il a sauté pieds loin dans la vie politique. Et il a été ministre des Travaux publics, puis ministre des Ressources hydrauliques. Et il est derrière le projet de nationalisation des ressources hydroélectriques du Québec. Maître Génoux!
Yeah! Notre électricité! Notre électricité! René Lévesque était un politicien fougueux, agissant par principe. Alors qu'il était ministre du Parti libéral, il n'était pas le premier ministre, il était un des ministres du parti, je tiens à le préciser. Bon, il a mis sur pied une politique constitutionnelle pour établir la souveraineté de la nation québécoise devant l'Angleterre. Donc, la séparation du Québec, c'est toujours quelque chose qui a été important pour lui. Il a présenté son projet lors du congrès du Parti libéral et les membres du Parti libéral ont refusé de discuter sa proposition. Alors, Non. René Lévesque, dans un grand coup de théâtre, il a claqué la porte et le lendemain, il a démissionné du Parti libéral. Ensuite, il a fondé en 1967 le Mouvement de souveraineté association, le MSA. Rapidement, celui-ci a entrepris des négociations avec le Ralliement national de Gilles Grégoire, ainsi que le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgault, dont on a parlé, le RIN, dont on a parlé parce que c'est un des ancêtres du FLQ. Finalement, c'est de la fusion entre le MSA et le Ralliement national, et non pas le RIN dont tout le monde se sacrait, que, propos controversés, qu'est né, en octobre 1968, un nouveau parti politique indépendantiste, le Parti québécois. Tada! Tada! René Lévesque Paul Saint-Pierre Plamondon qui a peur des personnes trans. Oh non, je l'ai Oui. dit! Oui. Oh non! Ben, c'est bien plate, parce que ça partait de bien belles idées, cette histoire-là. Puis là, c'est comme qui dirait parti en couille aujourd'hui, le Parti québécois un petit peu. Ouais, mais moi, propos controversés, Paul Saint-Pierre, il a été élu par pitié parce que la madame, elle avait enlevé ses tracts des boîtes à mal du monde, là. Non, ça se peut. Je veux dire, je m'en fous, là, je vais le dire. Mais non, mais ça se peut. Non, je En fais tout comme, cas. ton petit gars, ma petite. Ah, il fait dans... On pensait qu'il faisait pitié jusqu'au moment où il s'est mis à chialer contre les toilettes. Contre les Mixte. personnes trans, et qu'on était comme Ah! Tu fais juste semblant d'avoir 35 ans! En fait, tu en as 95. T'aurais dû être dans le parti de quelqu'un d'autre! Ah, le parti qui rimait avec pignon frational. Voilà! C'est pas pire, hein? Oui. Je trouvais pas de rime pour le national. Alors, René Lévesque, à la tête du Parti québécois, a essuyé une première défaite électorale le 29 avril 1970, mais le parti a tout de même réussi à faire élire 4 députés et a récolté 600 000 votes, ce qui est quand même beaucoup. En octobre 1973, il a subi Respectable. nouvelle défaite électorale, mais a fini par être élu, et le Parti québécois aussi, aux élections de novembre 1976. Son accident, c'est en février 1977. Oh! 4 mois à peine plus tard. C'était brand new! Partie 3. De retour à l'accident. La police est dépêchée sur les lieux. Iou, iou. Et là, je vais encore faire ma joke de la police qui aime les beignes. Alors, ils ont arrêté chez Tim Hortons pour s'acheter des beignes avant de venir là. Non, mais tu sais que j'aime les policiers. Voyons donc. Voyons donc. Donc, la police est dépêchée sur les lieux de l'accident qui était survenu à l'endroit où le chemin McDougall, qui est un sens unique vers le sud, croise le chemin Côte-des-Neiges. Une ambulance est aussi envoyée et celle-ci se dépêche d'amener le corps de la pauvre victime à l'hôpital général de Montréal où son décès est constaté immédiatement. Sur la scène de l'accident, les policiers Maurice Larose et Roger Panton ont fait le gros saut en constatant l'identité du conducteur de la voiture qui était impliqué dans l'incident. Emmanuel Bilodeau! Que faites-vous ici? René Lévesque leur a demandé de procéder comme il le ferait en temps normal, avec impartialité et neutralité. Le premier ministre leur a ensuite raconté sa version des faits. Au volant de sa voiture et en compagnie de sa secrétaire, Corinne Côté, Lévesque revenait d'une soirée chez Yves Michaud, un proche ami et ancien rédacteur en chef d'un journal qui n'existe désormais plus et qui s'appelait Le Jour. Le jour... René va se Lévesque. lever. Ok, excuse. Oui, bien, un autre jour va se lever dans le soleil. Ah, donc, il avait passé la soirée là, René Lévesque. En fait, pas la soirée, parce que là, il était 4h15 du matin. Oui, Donc, il a passé un maudit gros bout de temps là-bas. Mais ça? Avec une vingtaine d'amis, à la résidence d'Yves Michaud, qui était située à Tout un quelques party. coins de rue à peine de l'accident. Donc, dans, tu sais, les quartiers avec les maudites grosses maisons en flanc de montagne. Oui, celui-là. Là, est-ce qu'il y avait des clés de voiture dans des bols? Oh, oh, oh. Ben voyons donc, je ne vois pas pourquoi tu proposerais quelque chose comme Je ça. ne sais pas. Mort! Peut-être parce que monsieur cultivait les amantes. Ah! Non, c'est correct, il était occupé ce soir-là, René Lévesque. En tout cas, il était très tard. René Lévesque a tout de même dit aux policiers qu'il n'avait consommé que 2 ou 3 verres de vin dans toute la soirée et qu'il carburait surtout au café. Les hôtes de la soirée à qui la police a parlé par la suite, bien entendu, ont aussi corroboré cette information, allant jusqu'à affirmer qu'ils seraient sans doute considérés comme de mauvais hôtes pour avoir servi si peu d'alcool pendant leur party qui a duré si longtemps. C'est vrai que c'est très raisonnable.
Oui, ils ont aussi corroboré les informations de René Lévesque quant à sa consommation de café. En fait, une participante à la fête a dit qu'elle avait bu voire 5 ou 6 espressi et lui aurait demandé comment il arrivait à dormir en buvant autant de café. C'est parce que je fume 4302 cigarettes par jour. Non, spoiler alert, il ne dormait pas beaucoup, Tipwell. Non. Il était pas mal occupé et beaucoup rongé par l'anxiété d'être, le premier ministre du Québec. Non mais, quand tu veux l'indépendance du Québec, il n'y a pas le temps de dormir, ah! Ben non, puis comment osais-je parler de possiblement l'anxiété et la santé mentale d'un homme dans les années 70? Ça n'existait pas la santé mentale dans les années 70. How dare you! Alors, René Lévesque et sa secrétaire, qui dans une entrevue de l'époque était appelée sa secrétaire, ce que je trouve qui est une prononciation vraiment weird de ce mot-là. Donc, lui et sa secrétaire Corinne sont partis du party vers 4 heures du matin. Juste secrétaire ou... Hey, on va en parler tantôt de ça, OK? Garde-toi une petite gêne. Bon, Lévesque roulait à environ 25 000 à l'heure. Et il est possible qu'il roulait plus vite que ça. En fait, selon la police, par la suite, il roulait possiblement beaucoup plus à 35 000 à l'heure qu'à 25 000 à l'heure. 35 000 à l'heure, c'est à peu près 70 km/h, exactement. Donc, il allait quand même vite. Et au sortant d'une courbe, qui est la courbe prononcée qui lie le chemin McDougall, qui est un one-way, à celui de la Côte-des-Neiges, ben, ils ont vu George Wilson, il s'en venait pas mal vite, puis là, ils ont fait une manœuvre pour l'éviter, mais en faisant ça, ben, il était pas capable d'éviter de frapper l'homme qui était sur la chaussée. Hey, 70 dans une courbe, c'est beaucoup. Hein? 70 dans une courbe, c'est beaucoup. Les policiers sont ensuite... Wow, qu'est-ce qu'un auxiliaire dans un passé composé, je vous le demande? Les policiers sont ensuite passés à l'interrogatoire du témoin principal, le jeune homme qui se tenait au milieu de la chaussée et qui signalait aux automobilistes. Je peux enfin vous dire son nom au lieu de dire le jeune homme avec son auto tantôt, comme j'essayais de vous expliquer tantôt. J'essayais de pas dire son nom parce que ça arrivait plus loin dans mon script, mais là, ça marchait pas tant que Reveal. ça. C'était un jeune homme de 20 ans qui s'appelait George Wilson. George revenait d'une soirée quand il a aperçu un homme couché au milieu de la rue. Alors, il a arrêté son auto, puis là, il s'est mis au milieu de la rue, puis il était comme « Monsieur, est-ce que vous êtes correct? » Puis là, il voyait que le monsieur, il était, affalé au milieu de la rue, il était en grand état d'ébriété, on va en parler un petit peu plus tard, puis il essayait, de se relever, mais comme ça fonctionnait pas vraiment beaucoup. Puis là, ben, il a vu qu'il y a des voitures qui approchaient, fait que là, George Wilson s'est mis dans la rue, puis il fait « Non, faites des signes », il faisait des signes avec ses bras pour inviter les gens à arrêter. Mais justement, lui a dit que, ben... en essayant d'éviter de le frapper lui, c'était inévitable que la voiture de René Lévesque percute le corps de l'homme qui était sur la chaussée. Donc, selon lui aussi, l'accident était inévitable. Partie 4. Pas de chauffeur, interrobeigne! Dès le matin, les journaux du jour ayant déjà été imprimés, la nouvelle a commencé à circuler à la radio. D'abord, on parlait beaucoup de René Lévesque et surtout, on se demandait « Mais pourquoi ne se faisait-il pas conduire comme un premier ministre qui se doit? Qui est pas une question que je m'étais posée parce que j'ai comme un pas assez... Non, mais j'ai pas assez de privilèges pour me poser cette question-là, mais c'est effectivement une bonne question. Eh bien, voyez-vous, René Lévesque, selon un article de la presse rédigé par Michel Auger juste après l'accident, René Lévesque avait la réputation de ne pas aimer faire attendre ses chauffeurs et ses gardes du corps. Il préférait donc les renvoyer chez eux dès qu'il jugeait qu'il allait passer un temps considérable à un seul endroit. Et aussi, il utilisait très rarement son chauffeur lorsqu'il se déplaçait le week-end. Ce n'était pas, aux yeux de plusieurs, une chose très sage à faire. De fait, la Sûreté du Québec, qui est responsable de la sécurité du premier ministre et des membres de son cabinet, avait déjà fait des pressions auprès du gouvernement Lévesque pour que ceux-ci, tous les membres du gouvernement, acceptent au moins un chauffeur pour les suivre constamment, ce qui avait été refusé pour des raisons économiques, ce qui est une maudite bonne raison, à mon avis. Ben, je veux dire aussi, dans ce temps-là, les gens n'avaient pas accès à cette chose qu'on appelle Internet! Alors, ils étaient un petit peu moins weird. Absolument. Et, tu sais, d'autres membres de son cabinet ont cité aussi, pour expliquer leur réticence à employer un chauffeur sans arrêt, des raisons très altruistes, en disant qu'ils ont bien droit à des congés, ces gens-là. C'est des travailleurs comme les autres. Oui, absolument. Ben oui, fait que ça explique sa réticence à vouloir garder son chauffeur dans le parking jusqu'à 4 heures du matin quand il s'en va se voir ses amis. Écoute, moi, je suis d'accord avec ça. Ben là, moi aussi. Voilà. Mais c'est ça, cette Les Thibault à côté de nous qui est comme quoi? Quoi? Avec son carte adapté. Ouais. Cette attitude de Lévesque quant à la sécurité et à la conduite sur la route était vraiment inusitée à l'époque. En effet, il était le premier ministre depuis Maurice Duplessis à insister pour se passer de chauffeur et de garde du corps. Ce que je trouve qui est un weird move, Momo. Je peux pas croire que le monde était si heureux que ça avec l'Union nationale. Mais en même temps, il a été là longtemps, l'Union nationale. En tout cas, respect pour ça, Momo. On va
On va remettre à César ce qui revient à César. Et faire une grimace en pensant aux orphelins. Bon. Je ne serais pas attendu à ça de sa part. Et puis, dans l'article de Michel Auger, on nous offrait aussi cette pépite d'or d'informations pertinentes. Check ça. Au moins, un autre premier ministre canadien conduit à l'occasion son automobile personnelle. Il s'agit du premier ministre ontarien, M. William Davis. Ah, d'accord. Ben, c'est ça. Ma réaction, c'était « Ah, d'accord. Ah, OK. Que si tu veux, ça change. » Je suis comme, OK, Et je puis- suis contente pour lui. Ah, sac un peu. Et puis, Félicitations. j'ai jamais entendu parler de cet homme-là non plus. Bon, en tout cas. Et puis, pour conclure son article, Michel Auger nous a aussi appris que Pett, notre Pierre-Éliott Trudeau national, conduisait quant à lui une Mercedes Sport avant que la GRC ne s'en mêle et lui impose un chauffeur comme des maudits casseux de party suite à, tu sais, la crise d'octobre. Ouais. Ah, je me demande pourquoi. Ouais, mais Pett, qui veut se battre? Ben, 100% qui veut se battre, m'a frappé avec ma Mercedes, ça Hey. devait être ça, son... En tout cas... Je m'excuse, mais Pett, il a de l'air de quelqu'un qui t'attend au rack à bicycle. Mon Dieu, oui, absolument. Alors, partie 5. C'est le bully de l'école qui sort avec la belle fille. Là, tu dis des choses controversées sur la politique canadienne, toi, là, 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 là. Ah, je vais me faire canceller. Ah! Partie 5. Un Tino. Mis à part cette histoire très intéressante de chauffeur, pas de chauffeur, dans les journaux, on commençait à en apprendre de plus en plus par rapport à la victime de l'accident. Son nom était Edgar Trottier. Il avait 62 ans, il était un homme en situation d'itinérance, il était en très grand état d'ébriété au moment de sa mort, ce qui explique qu'il était affalé sur la chaussée, au milieu de la rue. Selon le rapport toxicologique qui a été réalisé par le médecin légiste, le taux d'alcoolémie présent dans le sang d'Edgar Trottier au moment de son décès était d'environ 3 fois la limite permise, le fameux 0.08. Mhm. C'est ça, son taux d'alcool, c'était 0.24. Oh, God. C'est beaucoup énorme. d'alcool, ça. Ouais. Si l'on connaît peu de choses à propos des personnes en situation d'itinérance en général, ce n'était pourtant pas le cas pour Edgar Trottier puisqu'il avait été un des sujets d'un film étudiant réalisé en 1971. Le film, là, OK, trigger warning de mots vraiment très désuets pour faire référence aux personnes en Là, on est situation dans les années d'itinérance. 70. OK. Le film était intitulé Les Clochards et était réalisé par Normand Cadorette et Pierre Parent, 2 étudiants en cinéma. Dans le documentaire, un Edgar Trottier en état d'ébriété avancé est vu buvant de l'alcool à friction à même la bouteille, ce qu'il appelle sa robine, et il parle de sa vie quotidienne et des difficultés de vivre dans la rue. Il dit être chanteur depuis l'âge de 17 ans et avoir déjà chanté dans les clubs et les cabarets. Oh. On peut aussi l'entendre chanter « Ma vie s'éveille auprès de toi », un succès des années 50. Il confie finalement à la caméra que dans son milieu, on ne mange pas beaucoup, mais, je cite, « La robine nourrit plus que le manger ». Fin de la citation. C'est vraiment triste qu'à la lumière de sa fin plus que tragique, ce soit ce portrait-là d'Edgar Trottier qui est véhiculé dans les médias. J'ai donc décidé de creuser un peu plus, avec mes skills incroyables de recherchiste de bandes de données Oh yeah! de généalogie, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Parce que moi, ça m'a rendu vraiment triste, tu sais. On savait des choses sur lui, puis honnêtement, il était comme « Ah, c'était un clochard, vagabond, alcoolique fini, cet homme, et il est mort. » Puis j'étais comme « Ben là, ça mérite un C'est petit une peu plus de personne, détails hein. que ça. C'est une personne. » Son nom complet était Joseph Jean Pascal Edgar Trottier. Il est né à Montréal en 1914, dans le quartier Laurier. Son père s'appelait Albert et sa mère Albertine, ce que je trouve bien cute. Oh! Il venait d'une famille nombreuse, comme bon nombre de bons Canadiens français de l'époque. Oui. Il avait 4 frères, Gérard, Albert, Roger et Octave Lucien. Et Encore une un sœur, Albert. Hélène. Oui, mais Albert Junior, mais là, c'est le deuxième. C'est un maudit beau nom. Ben, c'est comme l'histoire de Donald Morrison. Ouais. Il y avait, son troisième fils s'appelait Junior. Ouais. C'est ça. Le deuxième C'est s'appelait mon Junior. préf. C'est mon préf, cela. Puis il y avait une sœur aussi qui s'appelait Hélène. Edgar disait être surnommé Tino. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie-là comme ça. Il a servi dans le Royal 22e Régiment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était private, donc simple soldat, comme l'aurait dit Marcel Dubé. Il s'est marié à une jeune femme nommée Marianne Riley en 1941. Je sais pas comment on va prononcer Marianne. Marianne? Marianne. Comme la chanson de So Leonard Cohen. long, Marianne. Bon, ok, voilà. Et il s'est marié à Marianne Riley en 1941. Ils ont eu une fille qui s'appelait Harriet Florette, qui est née en juin 1941. Il a aussi été marié, supposément, ça, j'ai eu de la difficulté à vérifier cette information-là. Mais il y aurait eu une deuxième femme ou une deuxième conjointe qui s'appelait Mary Bridget McShane et il y aurait eu un enfant avec elle. Mais le problème, c'est que dans mes recherches généalogiques, j'ai trouvé son acte de mariage avec Marianne Riley, mais j'ai pas trouvé d'autres actes de mariage. Par exemple, j'ai trouvé des preuves de l'existence de cet autre enfant McShane.
Donc, il était-tu marié avec l'autre deuxième madame? On sait pas. Il était vraisemblablement en situation d'itinérance déjà au moment où il a été arrêté pour la première fois pour ivresse sur la voie publique en 1948. Il avait aussi sans doute déjà des problèmes de boisson. Dans les 3 mois précédant sa mort, il a été arrêté à 7 reprises pour vagabondage. Souvent, il passait la nuit sur les bouches d'aération d'un immeuble d'Hydro-Québec. Mais quand il n'était pas là, il essayait d'avoir un lit au Mission Old Brewery, mais il arrivait souvent qu'il en soit expulsé en raison de ses comportements erratiques et parfois agressifs. Il lui arrivait aussi parfois d'aller à l'hôpital des vétérans dans Côte-des-Neiges. Il y recevait des traitements et il pouvait parfois y passer la nuit. Par contre, au petit matin du 6 février, Edgar Trottier a été expulsé de l'hôpital des vétérans par des gardes de sécurité parce qu'il était trop turbulent. C'était à 3h48 du matin. Moins de 30 minutes plus tard, il s'est fait frapper par la voiture de René Lévesque. Au moment de son décès, Edgar Trottier avait 62 ans. Sa dépouille a été enterrée dans le champ d'honneur du cimetière Pointe-Claire pour les vétérans, et c'est malheureusement tout ce que j'ai réussi à trouver sur la vie de cet homme-là. Oh, ça me rend triste. Oui, je sais. C'est comme... Je pense qu'on va avoir beaucoup à dire sur le traitement des vétérans puis de l'itinérance à Montréal. Oui. Ben, puis moi, ça m'a vraiment fait de la peine, justement, parce que il y avait des extraits de... Ah, mais justement, vu que j'ai pas fait mon intro, j'ai pas pu vous parler de mes sources, mais une de mes sources importantes pour ça, c'était un épisode du balado « L'histoire ne s'arrête pas là », qui est sur les ondes de Radio-Canada, c'est sur la plateforme audio, et il faisait jouer des extraits du film étudiant avec... où il y avait Tino, justement. C'est ça, il y avait Tino, puis l'autre, c'était je sais pas quoi d'autre, là, c'était 2 itinérants qui parlaient avec les cinéastes, puis comme il y avait vraiment une belle voix, puis tu sais, il disait « Ah oui, moi je suis chanteur, j'ai déjà été chanteur et tout », puis j'étais comme « Ouais, monsieur », puis il commençait à chanter, puis honnêtement, là, c'était comme du Aznavour, là, j'étais comme « Oh ». Puis après avoir écouté ça, ça me brisait le cœur de voir les journaux d'époque qui étaient comme « C'était juste un vieil ivrogne », puis j'étais comme « Oh ». Non, c'est une personne. C'était beaucoup plus que ça. Fait que si on est pour se rappeler juste d'une affaire, moi j'aimerais ça qu'on se rappelle que il se faisait appeler Tino, puis il a chanté dans les clubs. Oh. Je trouve ça cute. Donc, partie 6... Une enquête. Le coroner, Maître Maurice Laniel, a indiqué aux journaux qu'il traiterait cette histoire avec la même impartialité dont il faisait toujours preuve dans son travail. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, sérieusement. Bon, on va en reparler. Okay. On va en reparler plus tard, je suis pas cynique du tout. Pendant ce temps-là, Silvio Gauthier, l'étudiant de tantôt qui sortait des discothèques... Et qui écoutait du Tangerine Dream. Oui! Il parlait de Tangerine Dream avec le chauffeur de taxi. Oui, mais le chauffeur de taxi, lui, il aimait mieux Giorgio Moroder. Oh! Oh mon Dieu, je pensais qu'il aimait plus comme King Crimson. Alors... Donc, Silvio Gauthier, il a entendu parler de ça à la radio, puis il s'est dit « Oh mon Dieu, c'est peut-être ça que j'ai vu quand j'étais dans le taxi, puis je revenais chez nous, puis je pense que j'ai vu quelque chose de weird avec l'auto qui faisait une manœuvre et tout. » Il en a discuté avec son frère, puis son frère lui a dit « Ben, tu devrais aller voir la police si tu penses que tu as des doutes. » Fait que là, bon. Silvio avait l'impression que la police ne le prendrait pas au sérieux, mais au contraire, les policiers au poste de quartier étaient tout de suite très alertes et très intéressés à connaître les détails de ce qu'avait entrevu Silvio. Le climat, selon Silvio, était très tendu au poste de police. Les policiers étaient, c'est évident, bien au courant de la gravité de la situation. C'était un accident, certes, un accident comme il en arrivait tous les jours, mais celui-ci semblait, à leurs yeux, beaucoup plus important et grave que les autres. René Lévesque, en février 1977, était premier ministre depuis 6 mois à peine. Tout l'espoir d'un peuple, tout l'espoir du Parti québécois reposait sur les épaules de Tipuel. Et la police aussi en était consciente. Un policier aurait même dit à Silvio Gauthier « Vous avez sa job entre les mains », en faisant référence à René Lévesque, bien sûr. Silvio leur a raconté ce qu'il a vu et il en est arrivé à la même conclusion que le coroner et George Wilson. En faisant une manœuvre pour éviter de frapper George Wilson, il était inévitable que la voiture de René Lévesque frappe Edgar Trottier. Le coroner, je viens juste de le dire, c'était ça sa conclusion. Il a déposé son rapport le 21 février 1977. Dans son rapport, le coroner Laniel a affirmé que c'était bel et bien l'accident qui avait tué Edgar Trottier. Donc, Edgar Trottier était vivant au moment où il a été happé par la voiture du premier ministre. Malgré cela, Laniel en a conclu que l'accident était inévitable. Dans la sphère publique, on s'est un peu agité. Claude Ryan, par exemple, qui était éditeur au Devoir et qui avait l'air d'une marionnette, a écrit qu'on devrait demander une enquête publique pour régler la question. Parce que, il faut se le rappeler, le coroner... il est fonctionnaire appointé par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, avait été lui-même nommé par René Lévesque. Donc, il y avait
l'ombre d'un soupçon d'un possible conflit d'intérêts dans cette histoire-là, et Claude Ryan demandait une enquête publique, mais une commission d'enquête selon Claude Ryan aurait pu régler la question d'une manière somme toute impartiale, mais aucune enquête du genre ne fut ordonnée. Ainsi, le dépôt du rapport du coroner à la fin février conclut l'affaire de l'accident de René Lévesque. Le lendemain de l'accident, la police de Montréal a annoncé dans les journaux qu'elle ne comptait pas déposer d'accusation contre le premier ministre, et rapidement, très rapidement, l'accident de René Lévesque a sombré dans l'oubli. Mais comment ça, sombrer dans l'oubli? Un politicien a causé la mort d'une personne en situation d'itinérance. Ça aurait dû, à tout le moins, modifier l'opinion du public quant à René Lévesque, n'est-ce pas? En fait, non. Ça n'a rien fait de tel. René Lévesque jouissait d'une cote de popularité inégalée dans l'histoire de la politique au Québec, et cet accident regrettable, n'a en rien entaché sa carrière, qui s'est terminée de manière volontaire en 1985. C'est René Lévesque qui a démissionné. Oui. Partie 7, des conséquences. Pourtant, dans les jours après l'accident, les proches de René Lévesque, surtout les membres de son cabinet, étaient très inquiets pour lui. René Lévesque était replié sur lui-même, plus taciturne, il ne parlait pas du tout de ce qui venait de se passer. Le lundi 7 février, le lendemain de l'accident, René Lévesque a annulé tous ses rendez-vous. Il semblait évident pour son entourage qu'il était en état de choc. Mais ce n'était pas seulement l'état mental de René Lévesque qui inquiétait son entourage, surtout la possibilité qu'il puisse démissionner à cause de l'accident. René Lévesque était premier ministre depuis quelques mois à peine, on l'a dit. Son gouvernement avait été élu le 15 novembre 1976 dans une élection extraordinaire qui, bien que le PQ n'ait remporté que 41% des votes, ce qui n'est pas une majorité, avait plongé la société québécoise dans une certaine euphorie collective. C'était du jamais vu. C'était pas vraiment arrivé qu'un parti qui soit aussi marginal que ça réussisse à gagner du pouvoir. Non, c'est comme si Québec solidaire était élu aux prochaines élections. Là. Oui, comme ça. Puis que 6 mois après, Gabriel Nadeau-Dubois frappe quelqu'un avec son char. Oh my God. Cette victoire arrivait à point pour Lévesque, qui, dans les années précédentes, avait mentionné vouloir quitter la vie politique. Le Parti québécois avait essuyé 2 défaites électorales en 6 ans avant leur montée au pouvoir, et chaque défaite avait déconfit de plus en plus le politicien. Pourtant, à chaque fois, des amis de Lévesque, les gros noms du parti, donc comme Jacques Parizeau, par exemple, l'ont rescapé et convaincu de ne pas abandonner. Parce que, selon eux, si René Lévesque abandonnait, c'était la fin du Parti québécois et sans doute la fin du projet de l'indépendance nationale, un projet de société qui s'étirait sur des décennies pour le PQ. C'était, pour eux, dans leur vision puis dans leur projet politique, leur plateforme politique, quelque chose qui s'étirait sur 20-30 ans. Dans les jours suivant l'accident, cette crainte que le premier ministre démissionne a fait résurgence. Le 8 février, René Lévesque s'est adressé à la Chambre de commerce, une première sortie publique depuis l'accident. Questionné sur ses intentions pendant la vie politique, il a affirmé que cette histoire lui avait rappelé à quel point il était bien entouré d'amis chers qui étaient là pour l'épauler. On dirait que ses amis étaient là pour le rescaper de la vie politique, une fois de plus. Outre le soutien du parti, qu'en pensait le public? Souhaitait-il que le premier ministre démissionne? En fait, malgré l'accident et ses circonstances, la popularité de René Lévesque n'a pas changé. Il est demeuré populaire, il a été réélu en 1981 et il s'est retiré de la vie publique volontairement en 1985. En 87, à la surprise de tout le monde, sauf des gens d'aujourd'hui qui le voient fumer à la chaîne sur toutes ses hosties de photos, il est décédé. Bon. Dans les 10 dernières années de sa vie, il n'a pas vraiment parlé publiquement de son accident, à part pour dire que ça avait eu des grosses conséquences sur sa vie. Par exemple, l'année précédant sa mort, donc quand il venait juste de quitter la vie politique, il a publié ses mémoires. C'était un événement exceptionnel, un livre paru 1 an après son retrait de la vie publique, qui est publié en français et en anglais simultanément. Ça faisait beaucoup jaser. Et dans ses mémoires, il n'y avait aucune mention de l'accident. Lorsqu'il a été questionné là-dessus en entrevue, René Lévesque a dit qu'il ne voyait pas pourquoi il en parlerait parce que tout avait déjà été dit et qu'il n'avait rien de pertinent à ajouter sur la question. Par contre, il a fait une confession à la presse à ce moment-là en disant « J'aurais souhaité disparaître pour toujours quand c'est arrivé ». C'était le choc d'avoir tué un homme, certes, mais aussi le choc d'avoir vu, à cause de l'accident, sa vie privée étalée dans tous les journaux de la province. Et c'est ce qui nous amène à sa maîtresse dont tu as parlé tantôt. René Lévesque était connu comme étant un politicien qui aimait faire planer une certaine aura de mystère sur sa vie privée. Je porte un manteau de cuir. Ça, c'était surtout parce que, justement, il voulait pas que la presse s'attaque à ses maîtresses ou à sa femme, parce qu'il y avait des maîtresses. Bon.
Suite à l'accident, par contre, l'identité de sa maîtresse a été révélée à tous parce que Corinne Côté, la jeune femme qui était dans l'auto avec lui lors de l'accident, était non pas sa secrétaire, eh bien, sa maîtresse. Oh, attends, je vais mettre mon chapeau surprise. Elle l'était, Surprise. de fait, depuis 1970, puis là, on est en 77. Par contre, en 77, René Lévesque est encore marié à la mère de ses enfants, Louise Lheureux. Les deux ont divorcé cette année-là, et Lévesque s'est marié en 1978 à Corinne Côté, qui a été sa femme jusqu'à la fin de sa vie. En fait, la voiture qu'il conduisait quand il a frappé Edgar Trottier, c'est la voiture de Corinne Côté. Ouais. D'accord. Il voulait pas nécessairement que ces affaires-là se ramassent dans les Mm. journaux. Puis il voulait pas que, justement, Corinne Côté devienne une personnalité publique à cause de lui, tu sais. T'aurais pu ne pas avoir de maîtresse. Il aurait pu, mais T'aurais c'est ça. pu divorcer puis te remarier. Ah, il aurait peut-être pu faire ça. Bon, en tout cas, le nom de Corinne a commencé à circuler à cause de l'accident. Et bon, on peut faire la théorie que, si ce n'est du fait que, justement, tout le monde a commencé à parler d'elle puis à connaître son existence à cause de l'accident, peut-être qu'il n'aurait pas divorcé sa femme. Puis peut-être qu'il ne se serait pas remarié avec Corinne Côté. Peut-être qu'ils avaient un arrangement qui fitait très bien avec tout le monde et qui ne concernait personne d'autre puis qui tout d'un coup était devenu public. Bon. Partie 8. Des théories. Plusieurs questions se posent depuis dans la sphère publique que j'aimerais adresser avant de conclure. D'abord, la question de l'alcool. La boisson. Je suis quand même surprise que tu t'aies pas parlé de ça pantoute. Parce que je veux dire, Mais tout le tu monde m'as sait que dit René que t'allais en Lévesque avait parler. beaucoup bu dans sa vie. Ok, c'est ça. Bon, René Lévesque avait la réputation d'avoir le coude léger, comme on dit en bon québécois, Yes. donc il avait une propension à boire énormément. Or, le matin de son accident, les policiers qui l'ont interrogé n'ont pas cru bon lui faire passer un ivresomètre, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça. Hein? Oh, j'aime ça. Au Dissipation maître. Ah! Mais au contraire, ils disaient tous, y compris George Wilson et le photographe de la presse qui a été dépêché sur les lieux, que René Lévesque avait l'air totalement sobre et en pleine possession de ses moyens. Est-ce que c'était la vérité? Malheureusement, on le saura jamais. En effet. Ensuite, la vitesse. Il estimait qu'il roulait à 25 000 à l'heure au moment de la collision, mais par la suite, le chiffre a été révisé à la hausse parce que la police a estimé, comme on l'a dit tantôt, qu'il roulait plutôt à 35 000 à l'heure. Ça rend pas l'accident moins inévitable, mais on pourrait quand même affirmer qu'il s'agissait d'une conduite qui était dangereuse. Donc, il aurait pu y avoir des accusations portées de ce côté-là. Mais la police n'a pas cru bon commenter là-dessus, ni vérifier. Je sais pas si une telle chose était possible, de vérifier la vitesse d'une voiture au moment d'une collision. À l'époque, Je suis pas sûre. Mais donc, on le saura jamais vraiment, et la police a conclu rapidement qu'il n'y avait pas matière à apporter des accusations pour conduite dangereuse non plus, parce qu'ils ont fermé le dossier. Autre question. Pourquoi essayer d'éviter George Wilson? Ben là, je veux dire, pour pas frapper George Wilson. Mais en tout cas, c'est parce que il y a des gens qui ont hypothétisé dans les médias que si René Lévesque s'était pas juste arrêté sur le bord de la chaussée comme George Wilson lui indiquait de le faire, c'est parce qu'il aurait peut-être pensé que c'était un guet-apens. comme par qui? Le FLQ? I don't know. Ben, je veux dire, il y avait le FLQ 7 ans avant. Donc, il s'est peut-être dit, OK, il est 4 heures du matin, c'est louche, il y a quelqu'un qui me fait signe d'arrêter sur le côté de la rue, je pense pas que je vais arrêter sur le côté de la rue, je vais juste contourner la personne. Puis là, en faisant ça, c'était une mauvaise décision. Ben- Puis, il pouvait pas éviter de frapper Edgar Trottier. Ben, c'est aussi que s'il conduisait à 70 dans une courbe, ton temps de réaction, il est pas mal réduit, là. Ouais. Genre, Ben, là, c'est pour ça qu'on dit de... Tu sais, le temps de réaction, c'est 100% lié à la vitesse à laquelle tu conduis, là. Ben Puis je veux oui. dire, si tu conduis trop vite puis que tu vois quelqu'un apparaître sur la chaussée d'un coup, t'auras peut-être pas la bonne réaction. Puis Voilà. là, il allait trop vite pour se ranger sur le côté. Puis Oui. le choix qu'il a fait, c'est de faire une manœuvre d'évitement. Puis, ben, malheureusement, ici, c'était pas la bonne manœuvre à faire. S'il avait conduit plus lentement, il aurait pu avoir le temps de freiner. Mais là, tu sais, Ouais. je veux dire, je suis purement dans les suppositions, mais tu sais, Mais non. on est juste purement dans les suppositions pour cette affaire-là. C'est Puis je c'est veux ça dire- qui est frustrant avec l'histoire. Là. Puis je veux dire, tu dois faire le saut, il est tard le soir, puis Oui. tout à coup, il y a quelqu'un qui te fait des signes, puis t'étais peut-être un peu... tu sais, Fatigué? T'es fatigué? Oui. t'es fatigué, tu conduis trop vite, un accident, c'est des choses qui arrivent, puis Oui. c'est juste triste. Puis je veux pas trop faire l'avocat du diable aussi, là, mais si tu roules dans les rues de Montréal à 4 h du matin, tu t'attends pas à ce qu'il y ait du monde Non. si c'est 4 h du matin. Fait que rouler à 70, dans les rues de Montréal, il y a du monde qui le font tout le temps la nuit, parce qu'il y a Ouais, personne. parce qu'il y a personne, puis ils pensent que c'est correct. Ben oui, puis je veux dire, c'est pour ça que le monde va super vite sur la nuit sur l'autoroute, là, tu sais. Parce que Parce moi, qu'il y a non. personne. Ben c'est C'est ça. juste... Ça, c'est comme un mauvais réflexe qu'on a en tant que société de... Ouais.
d'assumer que c'est correct, parce qu'un jour, on n'est pas à l'abri d'un accident. Là. C'est pas parce qu'il est 4 heures du matin Non. que tout le monde fait dodo. Là, toi, tu fais pas dodo. Ah, je pensais que tu parlais de moi. Non, J'étais comme, non, moi, je fais d'une dodo. personne hypothétique Ah, à... René, par exemple. OK, bon. En tout cas, même s'il y a des proches du premier ministre qui ont formulé cette hypothèse-là par rapport au guet-apens, René Lévesque lui-même n'a fait aucune affirmation qu'elle est dans ce sens-là, ni à sa famille, ni aux médias, ni à la police. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas trop d'où ça sort, cette histoire-là, mais bon, il y aurait des membres de son cabinet qui auraient essayé de justifier le fait qu'il avait fait une manœuvre dangereuse en disant « Mais il aurait pas pu s'arrêter, il pensait peut-être que c'était un guet-apens, le FLQ. » Non, moi, je pense qu'il a juste fait le saut. Ça se peut. En fait, tout ça, ce ne sont que des théories. Parce que l'histoire, elle était toute simple. Je viens de vous la raconter. C'était une manœuvre d'évitement qui a causé la mort accidentelle d'un homme qui s'était dangereusement affalé au milieu d'une rue passante. Le chemin Côte-des-Neiges, c'est une grosse rue à Montréal. Je tenais aussi à mentionner ces théories parce que c'est comme ça qu'on m'a conté l'affaire. C'est comme pour la tuerie à Concordia, comme pour tant d'autres cas que j'ai traités en ondes, ce sont des histoires qui sont amplifiées et déformées par le bouche à oreille, mais qui, au final, ne sont que de petites tragédies résolument humaines. Mon père, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit « Ben oui, on sait bien, René Lévesque, il buvait tout le temps. » Mais ça revenait constamment dans cette histoire-là, de la part de plein de monde, y compris la police. Puis oui, tu sais, il a pas fait passer d'ivresse-au-maître. C'était pas systématique dans ce temps-là. Si eux ont jugé qu'il avait l'air parfaitement sobre, ben, il n'y avait pas d'erreur au niveau des procédures policières non plus. Puis on peut pas présumer qu'il y avait des mauvaises intentions. T'sais. Alors c'est tout. C'est tout ce qu'on sait sur l'accident et sur ses conséquences, sur Edgar Trottier, sur René Lévesque. Et l'affaire, c'est qu'on peut pas supposer, justement, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait ici. On peut pas supposer, par exemple, qu'il y a eu un cover-up quelconque. Les policiers l'ont dit quand ils ont interrogé Silvio Gauthier, il avait la job du premier ministre entre les mains. René Lévesque était plus qu'un homme, c'est un symbole pour toute une cause. Le Parti québécois n'a pas été élu en 1968, c'est une des choses qui a mené à la crise d'octobre. C'était même mentionné dans leur manifeste. Que les policiers fassent leur job avec intégrité ou non, René Lévesque ne pouvait pas vraiment être accusé et ne pouvait pas quitter la vie publique, l'avenir du Québec en dépendait. Mais on peut pas, malgré ça, supposer que les politiciens aient mal fait leur job. Supposer que René Lévesque était ivre au volant, ou supposer qu'il y a eu une quelconque forme de coercion ou de collusion dans la manière dont cette histoire-là a été traitée par les autorités. Mais si on se permettait de le faire, si je me permettais de faire des suppositions, voici ce que je me permettrais de supposer. Peut-être que si René Lévesque était si renfermé dans les jours suivant l'accident, c'est parce qu'il était ébranlé par ce qui est arrivé. Parce que, tu sais, c'était 1977 et la santé mentale, ça n'existait pas, surtout pas la santé mentale des hommes. Peut-être que parmi la police, il y en avait qui avaient le cœur brisé de voir leur héros ainsi déchu. Peut-être encore que les procédures ont simplement suivi leur cours, que c'était, comme l'ont dit tous les témoins, un accident tragiquement inévitable. C'est ça que je me permettrais de supposer. Que dans toute histoire avec un grand H, les choses sont rarement blanches ou noires, plutôt dans des teintes de gris, et parfois, les gens font des choses accidentellement, des choses épouvantables qui les marquent. Parfois, les gens se retrouvent coincés dans des situations où la pression est immense, où la responsabilité l'est tout autant. Parfois, ça peut peut-être influencer le cours de la justice, mais d'autres fois, non. Peut-être que c'était ça, un simple, un terrible accident. Quelle aurait été la bonne justice dans ce cas-ci? C'est ce que je vous demande. Je ne saurais pas répondre moi-même à cette question-là. Et c'est comme ça que je termine mon histoire sur l'accident de René Lévesque. Oh, c'est vraiment bien raconté. Ça m'a brisé le cœur, cette histoire. Non, je pense que c'est juste... Non, je pense que je suis avec toi. C'est juste un événement tragique. Oui. Comme... C'est un accident. Il y a personne qui voulait du mal à personne. Puis... C'est juste le genre de choses qui arrivent puis qui montrent à quel point la vie, c'est quelque chose de tellement absurde des fois. Mm-hmm. Puis... Non, je pense que c'est juste infiniment triste. C'est un accident. Rien d'autre. Moi, ça m'a vraiment... C'est ça. C'est encore une affaire. C'est comme l'affaire de Concordia. Je rentre là-dedans, tu sais, guns blazing. Je suis comme piou, 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 il y a un crime. Quel est le crime? Je vais dévoiler la collusion. Finalement, tu trouves juste des gens brisés. Oh mon Dieu! Puis là, tu sais, je faisais mes recherches. Je me disais, OK, tu sais, je me suis consacrée vraiment beaucoup au début à l'histoire d'Edgar Trottier. Là, j'ai creusé vraiment beaucoup dans son vécu, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai atteint le fond, j'ai trouvé tout ce que j'étais capable de trouver comme information vérifiable sur sa vie à lui. Merveilleux. J'ai écrit le reste de mon cas, puis après ça, je me suis dit, on va faire la même chose pour René Lévesque. Puis, honnêtement, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que
l'impression... Genre, j'étais pas nécessairement quelqu'un qui connaissait énormément de choses sur la vie de René Lévesque, mais d'écouter les entrevues, là, justement, l'entrevue parce qu'il parle aux journalistes quand son livre sort, puis les journalistes lui demandent pourquoi t'as pas parlé de ça m'a tellement brisé le cœur, parce qu'il disait vraiment, ben, tu sais, j'ai pas l'impression que je pourrais rajouter quelque chose de plus pertinent, tout a déjà été discuté dans les médias, puis tu sens justement toute la hargne qu'il y a envers les médias, puis le fait que sa vie publique a été... il y a plein de spéculations qui ont été faites, il y a plein de monde qui avait des opinions. Là, tout d'un coup, Corinne Côté, sa face était dans le journal. Tu voyais à quel point il était comme découragé de ça, puis il a fini par dire, ben, quand c'est arrivé, j'aurais aimé ça disparaître. Puis après ça, justement, de lire des témoignages de la part de ces autres membres de son cabinet qui disaient, ouais, ben, en fait, c'était pas la première fois qu'il menaçait de démissionner. Ça y pesait énormément d'être en politique, puis finalement, c'était pas tout ce qu'il pensait que ça allait être, parce qu'il voulait lâcher à plusieurs reprises, puis on n'arrêtait pas de dire « Mais tu peux pas lâcher », parce que c'était comme Jack Layton. Oh, Jack! Mais je sais! Ça m'a vraiment fait de la peine, parce que je me disais « Maudite masculinité toxique », puis il aurait dû le laisser lâcher. Ouais. Ben, c'est un homme qui avait comme tout le poids d'une nation sur ses épaules, là. Je veux dire... Tu sais, j'ai l'impression que comme quand on pense au Québec, tu sais, mettons qu'on dit à quelqu'un le Québec, j'ai l'impression que René Lévesque, c'est une image qui se forme dans ta tête avec le drapeau, tu sais. Ben oui. Comme... Parce que c'était notre premier ministre pendant le référendum 1, là. C'est ça, puis tu sais, il fait partie de l'histoire du Québec. Oui. Oh, Catherine! Mais moi, c'est ça m'a fait bien de la peine, puis je me disais, ça aurait été le fun que quelqu'un écoute. Tu sais, quand t'arrêtes pas de menacer que tu veux démissionner de ta job, c'est peut-être parce que t'es pas bien là-dedans, puis ça me faisait beaucoup de peine de constater que justement, toute la question de la santé mentale était jamais discutée. Ben non. Dans toutes les... C'était toujours quelque chose qui était sous-jacent puis sous-entendu dans tous les articles que j'ai lus sur René Lévesque, les portions de biographie et tout. Il n'y a jamais personne qui mentionnait directement le fait que peut-être que cet homme-là, il était vraiment super anxieux. C'est pour ça qu'il buvait autant de café. Il dormait pas, il fumait tout le temps, puis il travaillait tout le temps. Parce qu'il avait l'air vraiment conscient du poids qu'il avait sur ses épaules. Puis c'était quelque chose que je ne savais pas à propos de René Lévesque. Ça m'a vraiment fait de la peine. Non, je pense que... définitivement maintenant... En plus, je sais que... Tu sais, je me rappelle, Louis-José Hood, à un moment donné, il avait montré un speech de René Lévesque quand il avait son émission à Radio-Canada, puis il disait hey, « ça, c'est un tough, là. Regardez, ça, c'est un tough. » Puis là, je dis pas ça contre Louis-José Hood, j'adore Louis-José Hood, mais comme... Tu sais, j'ai l'impression que souvent, quand les gens parlent de René Lévesque, c'est cette image-là, comme « Ah, c'est un tough. » Lui, c'est un tough. Ouais. Mais je veux dire, on y pense-tu à toute la pression qu'il doit avoir sur ses épaules? Puis on va se rappeler aussi des vidéos des bandes vidéo qui ont suivi la nuit des longs couteaux. Ouais. Qu'il est carrément comme couché sur son bureau, la tête en dessous de ses mains. Ouais. C'est un homme défait, là. Oui. Parce que son... Tu sais, imaginez, vous, à votre job, là, un projet sur lequel vous travaillez super longtemps, puis finalement, ça fait patate, là. Puis lui, là, c'était pas comme « Ah, je note ma proposition pour mettre des fontaines d'eau sur l'étage, elle a pas passé. » Non, lui, c'est le Québec me regarde, là. Le projet de société que je traîne avec moi depuis des années, ça faisait quoi? Ça faisait 8 ans qu'il était dans le Parti libéral quand il a proposé ça, puis... Les autres membres dans le caucus, au Congrès libéral, ils étaient comme non, on va même pas considérer ta proposition, on te permet même pas de nous la lire pour qu'on en jase après. Je comprends qu'il a claqué à la porte. Il devait être écœuré. En tout cas, ça m'a tellement fait de peine. Tout ça m'a tellement fait de peine. Puis ce qui me faisait le plus de peine, justement, c'était le fait que quand on m'avait raconté cette histoire-là, c'était comme « Oh, il a tué quelqu'un! Puis là, la police, ils ont cover-up tout ça pour qu'il garde sa job! » C'est pas ça. Pas en tout, l'impression que j'ai. Un accident tragique. Ouais. C'est pire timing. Puis pour une personne qui était dans une position où est-ce qu'il pouvait juste... Il pouvait rien... Il avait pas droit à l'erreur. Non. Tout simplement. Non. Puis, en tout cas, je vous encourage, là, si vous savez pas de quoi je parle, là, pour le vidéo de... C'est après l'accord du lac Meech. La nuit des longs couteaux, c'est avant l'accord du lac Meech. OK. Bon, mais après la nuit des longs couteaux... Ouais. Que vous voyez carrément René Lévesque, la tête sur son bureau, puis Pet qui prononce son discours avec une face de comme quelqu'un de victorieux, puis qui se régale d'avoir brisé quelqu'un. Ouais.
Fait que... Ah, ça m'a rendu triste! Mais je pense que c'est aussi, tu sais, nécessaire de parler de l'itinérance à Montréal. Là. Ben là, oui! Parce oui, que, oui, je oui. veux dire, la situation, présentement, elle est catastrophique. Là. Ouais. J'aime pas ça utiliser ce mot-là, parce qu'on dirait que je fais une joke dans une exprès chez vous, mais comme... Non, mais c'est vrai! Non, la situation, présentement, elle est désastreuse. Ça Ouais. n'a aucun bon sens. Ouais. Présentement, comme... Tu sais, moi, dans mon quartier, présentement, la situation des personnes en itinérance, elle a explosé. Depuis la pandémie, il y a des tentes autour de chez nous maintenant, puis je suis pas en train de blâmer ces gens-là, là. Je veux dire, sont victimes d'un système qui ne priorise pas la qualité de vie humaine, Mhm. qui priorise l'argent, la performance, puis ces gens-là sont victimes de ce système-là qui est inhumain. Ah ben, how dare you? Je le fais. Ben non, 100%. Puis, tu sais, ce que je ressens... Tu sais, parce que des fois, quand je parle de l'itinérance dans mon quartier, je me sens mal parce que j'ai l'impression que les gens pensent que je suis comme... que je fais ma bourgeoise ou whatever, mais non, c'est que je ressens de l'impuissance. Mhm. Parce qu'avant, il y en avait quelques-uns, puis quand j'avais un peu d'argent lousse, je leur en donnais. Mais maintenant, c'est des itinérants dans mon quartier que je croise régulièrement à tous les jours. Le chiffre est passé de 3 à comme 28. Mhm. Comme il y a présentement une ville de tentes proche de chez nous. Il n'y avait Ouais. pas ça avant, là. Ouais. Avant, il y avait un itinérant proche de chez nous. Puis maintenant, il y en a une vingtaine. Puis régulièrement, quand je rentre chez moi, le soir, il y a des ambulances puis des policiers pour faire de la surveillance. Puis aussi parce que des fois, ces gens-là sont en train d'avoir des convulsions parce qu'ils ont consommé je sais pas quoi. Puis ça aussi, c'est un autre problème. Il y a... au moment qu'on enregistre, le 2 semaines, il y a 8 personnes en situation d'itinérance d'origine inuit qui sont décédées en même temps, Ouais. proche du métro Atwater, après avoir consommé de la drogue qui contenait du fentanyl. Une mauvaise batch, ouais. Puis c'est tragique, parce qu'il y a des gens... des gens qui travaillent, des travailleurs sociaux qui disaient il y a des gens là-dedans qui étaient en train de s'en sortir. Puis ils ont eu un relapse, puis ça a été fatal. Mhm. Fait que présentement, quand je vois les questions de troisième lien puis tout ça, je me dis comme, il y a tellement de gens présentement, là, qui ont même pas de maison, qui ont rien à manger, qui ont pas d'aide pour les services sociaux, puis etc. Puis comme, j'ai l'impression qu'on parle pas des bonnes choses présentement. Puis tu sais, je sais que je suis pas en politique, je sais que j'ai pas la solution magique, là, mais comme... Ouais, mais c'est ça l'affaire. La réponse à ça, je vais dire des affaires politiques et controversées, tout en même temps. Attachez votre truc avec la broche, comme qu'on dit. Notre truc de patriote. Notre truc de patriote. L'affaire, c'est qu'il y en a pas des solutions magiques. Non, je sais. Il y a des solutions qui fonctionneraient puis qui feraient pas plaisir au monde qui ont de l'argent. Puis c'est pour ça que ces solutions-là sont Je pas sais. employées. Parce qu'il y aurait des décisions qui pourraient être prises au niveau de la ville, puis même de la réglementation au niveau de la province ou du pays pour limiter la quantité d'astis de terrain qu'on peut raser pour faire des astis de tours à comptoir de prix à la place de, mettons, tu sais, conserver des édifices qui sont déjà debout, puis les convertir, puis les adapter, qui coûteraient beaucoup moins cher pour que ça devienne des refuges pour les personnes en situation d'itinérance, comme les anciennes églises, puis tout ça. Moi, mais ça rapporte pas d'argent. Fait qu'on fait pas ça. Puis ces gens-là rapportent pas d'argent. Puis selon les Fait qu'on politiciens, préfère les selon oublier. beaucoup de politiciens, c'est des gens qui contribuent pas à la société, fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. Oui, mais moi, je vais citer les colocs. Passe-moi à POC, m'a t'en compté des buts. Oui. Ces gens-là, tant que tu les ignores et que tu fais rien pour eux, ben, of course, qu'ils peuvent rien faire. Oui. Comment t'espères accomplir quelque chose quand t'as une botte sur ton cou? Oui. Puis, Je trouve ça dégueulasse. je sais, il y a des gens qui nous écoutent présentement, il y a des gens... Puis là, je vais pas nommer de nom parce que, tu sais, je sais que ça peut être des situations difficiles, mais tu sais, on a des gens présentement qui nous écoutent. Je sais que vous avez besoin des banques alimentaires, Mhm. puis tout ça, puis comme c'est correct, on vous juge absolument pas. Mais non, il devrait Mais- en avoir plus de banques Il alimentaires. devrait en avoir plus, puis ça devrait être plus facile d'y avoir accès, mais j'aimerais m'adresser peut-être à nos auditoristes qui sont un peu plus privilégiés. Ouais. Il commence à faire froid présentement. Mhm. Si vous pouvez faire un ménage de votre garde-robe, puis vous avez des vêtements chauds,
au lieu d'aller les porter au village des valeurs, que les prix sont rendus, qui ont plus d'esti de bon sens, Ouais. d'aller les porter à la mission Old Brewery, à des refuges. La maison du père, puis ouais. Parce que maintenant, le village des valeurs, les prix, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Je sais même pas maintenant comment les familles à faible revenu peuvent se débrouiller. Ouais. Alors, pensez à ça la prochaine fois que vous avez des dons de vêtements à faire, d'aller les porter dans des refuges au lieu d'aller les porter au village des valeurs ou surtout pas à l'armée du salut qui refuse d'aider les personnes LGBTQIA+. Vraiment, pensez à faire ça. Moi, l'année passée, j'ai trouvé plein de chaussettes de laine. J'ai été les porter parce que c'est des chaussettes de laine, c'est vraiment quelque chose de pratique parce que les pieds restent secs. Puis c'est une des choses les plus dangereuses quand il se met à faire très froid. À Montréal, c'est un froid humide. Ouais. Donc, pour garder les pieds au sec. Malheureusement, ils acceptent pas des articles faits à la main parce qu'ils sont pas sûrs de la composition, mais comme vraiment, j'aimerais vous encourager présentement, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le ménage de votre garde-robe, de le faire, puis d'aller le porter dans des refuges. Parce que le village des valeurs, ça appartient à Walmart. Et donc, ils boostent leur prix parce que maintenant, c'est cool de faire des thrift hauls sur TikTok. Ouais. Alors, vraiment, c'est une option que j'aimerais vous dire. Allez porter ces choses-là dans des refuges. Ouais. Si vous avez un petit peu d'argent lousse, je sais, le coût de la vie a augmenté. Je blâme personne, c'est pas de votre faute. Si ça faisait un petit peu d'argent, allez acheter des boîtes de tampons pour aller les porter dans des refuges pour femmes. Si vous avez des brassières qui vous font plus, les refuges pour femmes, ils en ont besoin. Allez les porter là, pas au village des valeurs. Différentes façons comme ça de donner un petit coup de pouce puis de redonner un petit peu d'humanité à ces gens-là, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on oublie que c'est des humains. Ah oui. Je sais que des fois, quand on les voit, tu sais, on a des réactions un peu, on a peur, tu sais, des fois, ils sont en train de consommer des substances, mais, tu sais, oubliez pas, c'est des humains. Ouais. Puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un. Fait que, s'il vous plaît, oubliez pas, c'est des humains, ils ont besoin d'aide. Ah oui. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, je suis d'accord. Puis je suis fâchée contre les promoteurs immobiliers de condos. Si vous avez Voilà. des Airbnb là, que vous louez à l'année, là, Uh-huh. vous n'êtes pas des amis d'un peu de crime dans ton café. Non, pas vraiment, non. Si Non. vous faites des rénovictions non plus. Non, Ah, ça, c'est pas chill. comme vraiment pas. Fait que voilà, c'est Ouais. ce que j'avais à dire. Ouais. Fait que c'est ça. Cette histoire m'a rendu triste pour tellement de raisons. Puis, ouais. J'espère que vous allez aller écouter la belle chanson que Edgar Trottier chantait. Attendez, je vais vous retrouver, c'était quoi? Si-tu ma vie s'éveille à toi? Ma vie s'éveille auprès de toi. Auprès de toi, oui. C'est Michel Léveillé? Je pense que oui. Oui, hein? Bon, voilà. Je ne la connais pas assez pour la chanter. Mais donc, on pourrait tous aller l'écouter, tous et toutes, en l'honneur et en la mémoire d'Edgar Trottier. Tito. Tino. Tino. Oui, Tino. Oh. Oui, Ben, c'est merci Tino. beaucoup, Catherine, pour cette histoire pleine d'humanité. Merci pour tes recherches sur Edgar Trottier pour nous ramener un peu cet homme-là. Oh un my peu god, de ça ton m'a tellement fait humanité. plaisir, là. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de comme creuser pour trouver des affaires, je dirais archéologiques, généalogiques. Mais c'est ça, comme je comptais à Audrey juste avant qu'on commence, il y a eu comme un magnifique hasard parce que, bien sûr, tu sais, ces plateformes-là, ils veulent me ramener sur les plateformes pour que... Puis là, j'ai reçu un courriel cette semaine, puis ça me disait « Ah, vous avez peut-être manqué ces documents par rapport à... » Edgar Trottier. Puis j'étais comme « Ah, intéressant. » Puis là, grâce à ça, ben, j'ai pu rajouter certaines personnes dans son arbre généalogique. Il y avait un de ses frères dont j'avais pas le nom parce que, ben, malheureusement, il est décédé quand il avait 10 ans. Il était né en 19, décédé en 29. Fait que son nom était pas apparu quand j'avais vu, mettons, sa chronique nécrologique et tout ça. Fait que j'ai pu, rajouter... il me semble que c'est son frère Roger. J'ai pu rajouter des gens dans son arbre généalogique grâce à ça, puis moi, j'ai l'impression d'avoir dressé un portrait un petit peu plus complet. Puis c'est ça qui me donne l'impression que j'ai fait ma job. Ici, à Un peu de crime. Voilà. Voilà, Moi, je confirme. voilà. Puis aussi, René Lévesque. RIP. Non, mais ça m'a rendu triste, parce que là, c'est ça, j'étais tombée dans un rabbit hole, là, parce que j'étais en train de comprendre que les politiciens que j'aime, parce que moi, vous savez que j'aime la politique, mais avec les politiciens que j'aime, c'est comme...
des personnes humaines. Ah oui. Pleines de problèmes et Qui de font de leur complexité, de santé mentale. Et oui, puis là, tu sais, je faisais des recherches là-dessus, puis en même temps, je faisais des recherches sur la construction du stade olympique, puis j'étais tellement triste pour Jean Drapeau, qui essayait tellement fort de faire une belle job pour, tu sais, revigorer l'image de Montréal, puis j'étais comme, oh my God, pauvre lui! Il était tellement hors de sa zone de confort avec toute l'affaire de la construction du stade, puis il faisait juste prendre des mauvaises décisions sans arrêt, puis déléguer à des gens à qui il aurait pas dû déléguer, puis c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute, puis ça m'a rendu triste, puis là, c'est pas ça que je vais faire comme prochain cas, parce que je pense que ça me rend trop triste, fait qu'à la place, je vais vous parler de Julie Boisvenu, je vous l'annonce. Ah. Ce qui va aussi me rendre triste, mais différemment. Je pense qu'il y a des politiciens qui veulent vraiment faire de leur mieux. Des bonnes choses! Et qui ont entre les roues des politiciens qui veulent mettre de l'argent dans leur poche. Puis ils ont aussi entre les roues possiblement la mafia de la construction, mais ça, c'est ouais, mais ça, c'était genre... c'est plus pour Jean Drapeau. Ouais, ça, c'était spécifiquement pour Jean Drapeau. Ou la mafia du pétrole. Ah, la mafia du pétrole. Mais un jour, je vais peut-être parler de la commission d'enquête sur la mafia, là, qu'il y a eu dans les années 70, justement. Il me semble que c'est à cause du stade olympique qu'il y a eu ça. Oh. Mais il y avait une commission qui était nommée dans mes recherches. En tout cas, quand je vais faire ça, je vais vous en parler. Mais l'architecte français qui avait designé le stade olympique comme un esti gnochon, ben... il parlait après, pendant la commission Malouf, tout ça, ça s'est réglé, ça a été exposé au grand public. J'étais comme, commission Malouf, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'en tout cas, je vais creuser ça un jour, mais pas tout de suite, parce que là, je suis dans ma phase, je suis dans mon sad René Lévesque era, de René Lévesque, la tête couchée sur son bureau après la lune des longs couteaux, là, c'est ça mon mood présentement. Bon. Mais... Ben merci d'avoir été des nôtres, chers et chers auditeuristes. On espère que vous avez aimé ça, même s'il n'y avait pas de crime et juste des tragédies humaines. On espère que vous n'êtes pas dans votre sad René Lévesque era. On espère que vous êtes dans votre victorieux René Lévesque era. Moi j'espère que vous êtes dans votre René Lévesque plus Judith Jasmin era. Ça va l'air steamy, ça va! Oui. Ça devait sentir la cigarette, ça va! Alors, si vous aimeriez nous suivre de plus proche, mais attention, on a la grippe. Nous sommes sur Facebook, @ un peu de crime, sur Instagram, @ un peu de crime dans ton café. Vous aimeriez un peu de crime dans... Ouais, un peu de crime dans ton café. Ouais, ton café à toi, pas mon café à moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si vous aimeriez nous recommander des cafés ou des crimes, nous vous encourageons à le faire sur la messagerie directe de ces réseaux sociaux, nous écrire un courriel unpeudecrime@gmail.com. C'est vrai, j'ai oublié de plugger notre adresse courriel dans le dernier épisode. C'est pas grave. Anyway, il faut que j'apprenne à mettre des filtres parce que là, avec mes courriels de job, je vois plus les courriels d'un peu de crime. Ah non! Inquiétez-vous pas. Alors... si vous aimeriez mettre un peu de swag dans votre café, nous avons une boutique Etsy où vous pouvez vous procurer des t-shirts et des tasses avec des jolis designs. Et aussi, maintenant qu'il fait fret, vous pouvez vous acheter des sweatshirts. Ah ouais! Et des tasses de camping que vous pouvez lancer par la tête à quelqu'un, mais ça se cassera pas. C'est une recommandation très intéressante. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur notre boutique? Oui, parce que j'ai respiré trop fort et mon masque est rentré dans ma bouche. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Tu sais, les gens, ils nous demandent des fois, pourquoi vous faites pas tel type de marchandise ou tel type de marchandise? Nous, on fonctionne avec une compagnie qui opère à l'international qui s'appelle Printful. C'est une tierce compagnie qui réalise et qui produit toutes nos marchandises pour nous. Et nous, en fait, on veut... Au Canada. C'est ça l'affaire. C'est que nous, en fait, on veut vous éviter des frais de douane et des frais de livraison qui viennent des States et tout. Alors, on s'assure que toute notre marchandise soit produite à l'usine de Printful qui est à Toronto. Donc, c'est tout fait au Canada et c'est livré la plupart du temps parce que vous êtes la plupart du temps des Canadiens et Canadiennes qui achètent notre stock. Alors, moi, je vais périodiquement vérifier sur le site de Printful quelles sont les nouvelles marchandises qui ont été ajoutées et j'ajoute sur notre boutique à nous, malheureusement, seulement celles qui sont produites et disponibles au Canada. Donc, on pourrait faire des sacs bananes, un peu de crime, tu sais, ce serait vraiment hip pour les Gen Z, mais malheureusement, pour l'instant, dans les usines de Printful, c'est juste produit aux États-Unis, donc on a pris la décision de ne pas mettre ça sur notre boutique. Donc, on se tient à jour, on écoute vos commentaires, et on essaie de, justement, se tenir au jus des nouvelles fashions et de faire ça tout en respectant notre engagement de production canadienne! Voilà. Puis oui, des fois, vous nous demandez des couleurs, mais des fois, j'aime pas le résultat.
Je suis vraiment désolée. mais Ah oui, ben là... il y a des résultats qui ne sont pas beaux en couleur... Il y a des dessins qui sont pas beaux en couleur inversée. Non, c'est ça. Faites-moi donc confiance là-dessus. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, là. Mais je voulais vérifier, on a encore nos tucs? Ah oui! Aussi, si vous avez fret cet hiver, on a 2 modèles de tucs. Puis on va éventuellement en avoir plus. Puis là, on est un peu mitigé parce qu'on en a acheté, tu sais, bien sûr, on a testé les échantillons. Moi, je la trouve bien swell, notre tuc. Moi, Audrey, je elle l'aime aime pas. pas tant le résultat, ouais. C'est de la broderie sur une tuc, tu sais, les espèces de beanies de personnes cool, là, qui Yeah, font yeah, 4 pieds en yeah. haut de leur tête, là. Ben, c'est de ça que ça a l'air. C'est un petit dessin noir sur une tuque blanche. Moi, je trouve qu'ils sont bien swell. Ça garde au chaud, mais Audrey est pas 100% fière du résultat, fait que d'habitude, on n'en parle pas. Mais allez les checker, parce que honnêtement, ils sont Ou belles. donnez-moi comme une couple de semaines, là, puis je vais vous en faire des nouvelles plus belles. Non, mais comme ils sont tellement belles. Oh, elle est tellement belle. comme, Je donnez-moi- l'ai ouverte direct devant moi Je suis maintenant. comme, donnez-moi elle une est chance, tellement j'ai commencé une belle. nouvelle job. Ok, Megan, elle va nous chicaner. Ah, excusez. Alors, Megan, si t'as vous juste acheté aimeriez- une tuque. si vous aimeriez aussi nous supporter de manière financière, nous avons un PayPal où vous pouvez nous donner un petit pourboire, donc symboliquement nous payer un café. PayPal, Et sinon, On a un Patreon où il y a différents tiers pour lesquels vous pouvez vous abonner et avoir accès à du matériel différent. Vous avez accès à des vidéos, est-ce qu'on goûte à des cafés pas bons? Vous avez accès à des stickers, à des rabais, à notre beau Discord où vous pouvez nous montrer des photos de vos chats et de vos enfants. Et nous allons saluer nos nouveaux Patreons. Ok, d'accord. Alors, Ah non, attends, je l'avais ouvert sur mon ben, ordi. en Qu'est-ce que fait, je fais, là? Ton curseur, il est là. Oui, mon cœur. Ah, allô? C'est toi qui commence? Je peux y aller. Vas-y. Merci, Alexandrine F. Qui est venue nous rencontrer dans le meet and greet à Jonquière. Oui. Oui! Oui. Merci, Karine Dubo. Merci, Karen Boyce. Mais là, ça se peut pas. Ça fait comme 8 fois qu'on... Oui, ça se pourrait que tu te sois réabonné. Est-ce que tu te réabonnes juste pour qu'on te mentionne en nom? Parce qu'on peut juste mettre ton nom en haut de la liste à toutes les fois puis te remercier, là. T'es pas obligé de désabonner, réabonner, désabonner, réabonner, là. Bon, en tout cas, merci, Karen. On aime encore ton nom, autant qu'avant. Merci, Sabrina Réel. Merci, Comme M. Jean-Christophe Réel. Oui. Oh my God! T'es-tu parente avec Jean-Christophe Réel? Wow. OK. Merci, M. Cardin. Et merci, Mylène Dano-Benoît. Yay! Yeah! On Oh, j'ai espère- tout bien lu cela! On espère que vous aimez vos nouveaux avantages. Oui, puis on a de l'air bien énervé sur Discord, mais c'est parce qu'on est bien énervé. C'est parce qu'on a du fun. On espère que ça vous fait C'est pas des trop belles peur. amitiés. Oui, c'est... Oh! Voilà. C'est comme c'est beau! Alors, maintenant qu'on a plugué toute notre marchandise, je pense qu'on est prête à aller Ouais. au bureau. Oh non! De Comment il McDonald's La Pointe! Oh oui, c'est ça que j'allais dire! Je pensais que ça s'appelait comme McDougall, McDonald's! au bureau de McFlanagan, de McDonald's! McFlanagan, McDougall, McFlanagan, McDonald's! Ah, conte-moi ça, maître On est Poupou. une bande d'Écossais! Avec aussi un petit O'Reilly dans la gang. Ouais. Juste pour... Ah! Maître Côté! Oui! Comme je suis contente de vous accueillir dans mon nouveau bureau, regardez! Moi aussi, je porte un kilt car je suis une descendante directe de la 17e génération de William Wallace. Ah, génial! Ah, c'est incroyable! Fait que là, vous vous rappelez que je vous avais parlé des déboires judiciaires de notre bon ami Mathieu Boiron, Ben oui, il a le tiré d'en face policier à qui a quelqu'un. tiré dans le cou à Ah, quelqu'un. excusez, il a tiré dans le cou du fils de Charles Pitteneuve, Nude. le capitaine du Roman Pfeffer. Exactement. Mais là, il est pas le capitaine de ses émotions, mais pas pantoute. Je Oh pense non! que les gens qui écrivent Indéfendable savent pas c'est quoi avoir des émotions. A-t-il mal à ses émotions, comme Antoine Pilon dans Complètement lycée? Exactement. Oh non! Il a mal à ses émotions. J'ai mal à mes émotions! Alors, Oui. quand on s'était laissé, il y a quelqu'un qui avait allumé une croix en feu en avant de chez Mathieu Boiron. Je me rappelais pas de ça. Oui. Mon Dieu. Parce qu'ils ont oublié que Mathieu Boiron était une personne blanche. Ils ont mis une croix en feu. Oui, ils ont allumé une croix en feu en avant de chez Mathieu Boiron. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils veulent le lyncher? Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est un policier méchant, mais non, pour vrai. C'est quoi le rapport avec la croix en feu? Je sais pas! Ah, d'accord. C'est qui a écrit Indéfendable?
C'est pas des gens qui connaissaient le Ku Klux Klan. On dirait bien que non. Mais on dirait bien que non, Mais c'est ça écoute, j'allais dire. au début, c'était Nadine Bismuth, qui est une excellente auteure. Oui, puis... Et elle s'est fait mettre dehors, Comment alors, ça? parce qu'elle coûtait cher. Et maintenant, Ouais, mais ça se paye, le talent TVA. Ouais. OK, parfait. Fait que maintenant, honnêtement, avis controversé. Oh! J'ai l'impression que c'est ChatGPT qui écrit des commentaires. Fait que là... Oh, moi, je pense que c'est nous deux avec notre émission de détective. Non, ça va être bon. De détective loufoque. Ah oui, OK, Non, parfait. Oui. ça va être bon. D'accord, parfait. Continue. Fait que là, Oui. le procès va bientôt s'entamer, mais là, les émotions sont à leur comble. Parce que, tu sais, il y a quand même la chance que Mathieu Boiron soit déclaré non coupable. Parce que, après tout, c'était peut-être un accident. Oui, Un événement où tout est arrivé trop vite et où les gens n'ont juste pas vraiment eu le temps de réfléchir. Oui, puis je veux dire aussi, pour aller dans les anecdotes dark, statistiquement, les policiers sont très souvent acquittés quand ils tirent quelqu'un dans l'exercice de leur devoir. Et voilà. Voilà. Alors, Que ce soit une bonne chose ou non, on tient à le mentionner. et là, depuis tout ce temps-là, la blonde de Nico, qui est décédée, Oui, elle vit chez ses beaux-parents, chez Charles Pitnood. chez Charles Patnaud et Diane Johnson. Oh non, pas Diane Johnson! Oh, Diane Johnson! Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, hein? Je sais, je suis contente de l'avoir. Ah ben c'est le fun. C'est comme une Comment des va-t-elle? seules qui s'en sort. Ah, c'est super, elle a le moins mal à ses émotions. Ouais. Ok, parfait. Donc, Ben non, je veux dire, c'est dans le sens que c'est une bonne... Elle joue bien, Oui. malgré le fait que son texte est probablement écrit par ChatGPT passé dans Google Translate. Ah, c'est bon ça. ChatGPT écrit en français, by the way. Ouais, mais je pense que c'est ChatGPT en En russe anglais? passé dans Oh, Google Translate en sweet! français. Très nice. Parce qu'il y a des lignes qui ne font absolument aucun sens. D'accord. Mais là, Oui. Andrea, la blonde de Nico, Oh non! elle n'est pas capable de vivre sans Nicolas. Alors elle décide qu'elle veut que Mathieu Boiron il sache c'est quoi se faire enlever l'amour de sa vie. Alors, elle vole le fusil de Charles Patnaud Oui. et elle décide d'aller tuer Anne-Elisabeth Bossé. Oh non! Mais là, finalement, elle chicken out Oh non! et elle revient à la maison. Puis elle est Ah. comme « Oh mon Dieu, non, je peux pas faire ça. » Ah. Puis en effet, la majorité de la population, on n'est pas capable de juste tirer sur quelqu'un. Non, c'est ça. Puis là, Charles Patnaud, il pogne les nerfs, il pogne son gun. Puis là, Diane Johnson est comme « Oh mon Dieu, où est-ce que tu t'en vas? » Puis là, il s'en va, lui aussi tuer Anne-Elisabeth Bossé. Ben voyons donc! 2 personnes dans le même épisode? Oui. Ok, parfait. Mais C'est finalement- toute une journée. Lui aussi, il réalise que il peut pas faire ça, c'est pas correct. Pour être dent pour dent, ça ne fonctionne pas. Fait qu'à la place, il décide d'aller voir Mathieu Boiron Ouais. pour y parler. Ouais. Puis là, c'était plein de tension. Non! Puis il était comme « Ouais. » Puis là, Mathieu Boiron était comme « Oh, je m'excuse, monsieur, voulez-vous un chalet dans les Laurentides? » Puis, Puis Guy Jourdouin, il est comme « Donne-moi un verre d'eau. » la vie de mon fils contre un chalet. Puis là, Mathieu Boiron, il C'est donne un triste. verre d'eau. Ouais, puis... Puis là, Guy Jourdouin, il regarde un dessin. Puis là, il est comme « Ah, t'as des enfants. » Puis Mathieu Boiron, il est comme « Non. C'est la fille à mon meilleur ami. » A.K.A. Sébastien Delorme. Léo McDonald. Exactement. McDougall McDonald. Et voilà. McFlanagan. Puis là, il est comme « Ah! » Puis là, il voit comme l'humanité de Mathieu Boiron. Puis là, il est comme « Ah, je comprends. » Puis là, il s'en va. Puis là, Ouais. le lendemain, le procès il commence. Puis là, ils se croisent dans le corridor. Mais là, Charles Patnaud, il a changé d'idée. Fait qu'il saute d'en face à Mathieu Boiron en disant « Non, je te pardonne plus! Fuck you! Tu vas aller en prison! Tu vas aller en prison! » Oh mon Dieu, je suis choc! Puis qu'est-ce qu'il fait, Mathieu Baron? Ben, il a peur, voyons. Il Ah, saute ok, d'en pardon. face. Pauvre homme immense. Oui, ce pauvre frigidaire! Pauvre frigidaire, il a des émotions. Oh non! Puis là, Il a tu pas juste sais, un baccalauréat. Mathieu Boiron, il est bien troublé, là. Son procès, là, il sent là, que le jury l'aime pas. Hein? Fait que, il rentre, tu sais, dans le petit local où est-ce qu'il peut parler avec ses avocats. Mhm. Puis, tu sais, il est représenté par son meilleur ami puis sa blonde. Puis sa blonde, ouais. Ce qui est comme... Ce que j'ai demandé sur le Discord, puis on m'a confirmé que non, fais pas ça, c'est vraiment pas de bonne idée. Ben non, 100%. Puis là, il rentre, puis il dit comme « Hey, je pourrais-tu avoir un câlin? » Non! Puis là, Sébastien Delorme renverse quasiment sa chaise à terre pour y faire un câlin. Ah, là. Puis là, Mathieu Boiron, il est comme « Non, pas toi. Ah, ok, » Puis pardon. là, j'ai comme quand même ri. Ben oui, je comprends. Fait que là, au C'est pour ça qu'il est procès... écrit par ChatGPT, clairement. Non, il est écrit par moi. Ah, ok! Là, il fait un câlin. Puis là, il fait un câlin. Là, il pogne les Puis vestes. leur entrejambe se touche juste brièvement pendant Là, il- leur câlin. Puis là, ils se font un chalet ensemble à la frontière. C'est beau. Fait que là, on arrive
pendant le procès. See me love nobody but you for all my life. Oui. Que là, le procès commence. Oui. Puis l'avocate de la couronne, elle note dedans, elle va pas se laisser marcher ses pieds. Ah mais non. Anne-Élisabeth Bossé, elle non plus. Maudite femme, hein. Fait que les deux, ils arrêtent pas de s'interrompre. Ça a tellement d'émotions, des femmes. Objection! Oh Les non. objections fusent de partout. On Oh n'a pas non. le droit de poser des questions, on n'a pas le droit de dire ci, on n'a pas le droit de dire ça. Mais là, les jurys sont comme, oh my god, tu l'as-tu vu, Anne-Élisabeth Bossé? Anne-Élisabeth Anne-Élisabeth Bossé, excusez. Je porte un Anne-Élisabeth masque, c'est pas Bossé. facile, j'avale mon masque. Anne-Élisabeth. L'avez-vous vu? Oui. On l'a vu. Ils disent, c'est une calice d'hystérique, maudite folle. Arrête de crier, espèce d'hystérique de maudite femme folle. Mon Dieu, sommes-nous en l'an 1900? Absolument. D'accord. Et oui, ils aiment pas Anne-Élisabeth Bossé parce qu'elle trouve qu'elle drive trop et les femmes qui drivent trop, c'est comme, on n'aime pas ça. Mais on aime l'avocate de la couronne qui en a beaucoup dedans parce que, tu sais, elle défend une pauvre famille éplorée. Mhm. Tu sais, le jury est presque impartial et des fois, les conversations qu'ils ont, je me dis, me semble que ce jury n'est pas très impartial et qu'on devrait comme mettre du monde dehors. Mhm. Mais là, on se rend compte assez rapidement que dans le jury, ça se passe pas bien pour Mathieu Boiron. Non. Puis il y en a pas mal, juste un qui est de son bord, un jeune homme qui a de la drive, qui me fait un petit peu penser à Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il ferme pas sa gueule. Puis, Hey, comment oses-tu insulter le politicien de mes rêves? Puis lui, un soir, il retourne chez lui. Puis là, j'étais Oui. comme, depuis quand les jurys peuvent retourner chez eux le soir? Je sais pas. Mais on en parlait l'autre jour, c'est ça. Il me semble qu'ils sont Et si vous avez déjà séquestrés dans, été, dans un si hôtel. vous avez déjà été dans un jury, pouvez-vous nous le dire? Avez-vous le droit de retourner chez vous le soir? Oh my Ou si God. c'est juste pendant les délibérations que vous êtes enfermés? Moi, j'aimerais ça, être dans un jury, puis être séquestré dans un hôtel avec une piscine, puis un déjeuner continental, puis un gym. Catherine est comme, C'est- des vacances. C'est mon rêve. Des vacances. Des vacances d'un bébé. Fait C'est que, oui. Alors, dites-le nous, est-ce que c'est juste pendant les délibérations que vous êtes séquestrés ou vous êtes séquestrés tout le temps? En tout cas, moi, j'étais bien confuse. Est-ce que c'est ça votre kink aussi, être séquestré? Là, il retourne Bon. chez lui le soir puis il dit à sa blonde, ouais, je te dis, je pogne avec une gang de caves. Moi, ce policier-là, moi, je te dis, c'est un héros, il est incroyable, il est gros comme un frigidaire, c'est incroyable, il était dans le District 31, c'était mon préf. Il était dans Love Story. Je te dis, c'était mon préf, il mangeait du McDo comme personne. Voilà, exactement. Fait que moi, je te dis, il m'a libéré ça, ce policier-là. Il est incroyable. Il faut qu'il continue de sauver la vie des gens. Puis là, sa blonde est comme, haha, pauvre toi, t'es pogné avec une gang de tweets. Mais là, Ok, oui. le jury, le procès se poursuit. Puis ça va toujours pas bien pour Mathieu Boiron. Puis encore juste ce gars-là qui a l'air d'être de son bord. Ouais. Puis là, à la fin d'un épisode, Ouais. le gars, il est au téléphone avec un de ses amis, tu sais. Mhm. Puis là, il y a une échelle dans ses Mhm. mains. C'est le début de l'automne. Excuse-moi, il y a une échelle dans ses mains? Oui. The fuck? Il est dehors. Mais Il y a une échelle dans ses mains. est au téléphone? Il tient? Comme ça, avec son épaule. Ah! Puis là, il dit comme, hey, je te dis, là, ce policier-là, c'est un héros, va le Attends. faire libérer, là. Non, il va-tu se faire frapper par la foudre? Puis là, il dit, hey, je te laisse, faut que j'aille sur mon toit, là, il y a des feuilles. Puis là, il raccroche. Puis là, il vient pour placer son échelle. Puis il pogne les lignes d'hydro. Ben Puis non! il se ramasse à l'hôpital, puis il peut pas finir le procès! Ben non! Je vais arrêter ici, puisque l'épisode fait quasiment 1h30. Oh mon Dieu! Ben on avait plein de choses à discuter sur la vie privée de René Lévesque! Oh mon Dieu! Mais là, voyons donc, c'est bien niaiseux. Mais oui, c'était juste un jury, ils sont 12. Ouais, mais c'était le seul que, dans l'écriture, on sentait qu'il était de son bord. Puis là, on se dit comme, oh non, Mathieu Boiron, que vas-tu faire? Tout le monde taillé la face! Ben non, mais il va aller en prison pendant 3 épisodes, puis il va sortir de prison. C'est ça qui va arriver, voyons donc. C'est écrit par ChatGPT, vous le savez. Ah! Excusez, je m'excuse de pogner les nerfs contre les avocats du cabinet Donald McDonald. Lapointe! Macmillan. En passant, je comprends pas pourquoi c'est pas Lapointe McDonald, parce que Lapointe a bien plus d'expérience que McDonald. Ah, parce que Lapointe, c'est Danny Pitre dans Une grenade exactement. avec ça. Ah, mais ben oui, les gens, voyons donc. je sais qu'il y a des avocats qui nous écoutent. Comment ça fonctionne, donner des noms à vos cabinets? Moi, je voudrais que ce soit juste en ordre alphabétique, ce serait très beau. Mais il y avait ça dans Rupture aussi, mais je me rappelle pas c'était quoi la règle. Parce que c'était le cabinet Normand d'Amour, Isabelle Richer, puis Mélissa Desormeaux-Poulain, mais je me rappelle pas dans quel ordre. Puis après ça, c'était plus ça. Puis après, c'était le cabinet Babine, après c'était plus ça. Le cabinet Babine. Le cabinet Normand d'Amour Babine. C'est tout un cabinet. Je En suis tout cas, représentée par Normand d'Amour et Babine. Et C'est Babine! incroyable, là. Ouais, mais Babine était un avocat. Oh! Ben oui. Oh! Je vais pas dire rien. T'es
incroyable! Coudonc, tout le monde a joué un avocat. Non, mais il était un avocat en business. En tout cas, c'était tout un homme. Tout un homme. Voilà. OK, intéressant. Voilà. Voilà. Fait que Merci. ça regorge pas bien pour notre Mathieu Boiron national. Non. Mais j'espère qu'il va pas se ramasser en prison, ou en tout cas... Il y a pas de Jailbreak. prison assez grande pour lui. Ben non, les cellules sont trop petites, puis les lits sont pas assez larges. Poupou, il va aller le jailbreak, puis là, ils vont partir en moto ensemble. Oh, ce serait beau! Ça Oh, va est-ce partir qu'il va une faire vie. comme la rédemption de Shawshank, puis il va se creuser un tunnel dans un tunnel de marde, puis sortir dans une rivière de marde, sous la pluie, qui va le laver de la marde, dans une belle pluie symbolique de marde. Oh! Et ensuite aller refaire sa vie au Mexique! Orange Je vous Tangerine. ai tout spoilé Tangerine Shawshank Dream. Redemption. Ce serait incroyable. S'il y a des fans de Tangerine Dream qui nous écoutent, sont comme « Fermez vos yeux! Bon, merci beaucoup. Merci! La séance est levée. La séance est levée!